À vous pour cet accueil. Alors, c'est un vrai plaisir d'être là ce soir. Et pour moi, ça participe beaucoup de la légitimation d'un sujet qui est celui de la vie nocturne. Car ça a 3 ans d'âge, cette politique de vie nocturne. Moi, je suis jeune élu, encore on peut le dire. Je suis élu depuis 3 ans. Donc, sur ce sujet qui est la nuit, je peux vous dire que quand Johanna Roland m'a appelé quelques jours après l'élection pour m'apprendre ma délégation, j'ai trouvé ça très poétique, sur le coup. Parce que voilà, Benjamin, tu vas être élu à la nuit et à l'émergence en plus, à l'émergence culturelle. Je trouvais ça très poétique. Et puis, je me suis rappelé tous les débats qui, puisque la campagne municipale, je vais y revenir, a été ponctuée de débats sur la nuit. Je me suis rappelé tous les débats, je me dire, oh là 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 là, oh là là, ça va pas être paisible, cette politique publique. Et donc, avant de plonger dans le cœur de ces politiques publiques, je vous propose un petit aperçu. Alors moi, je me présente, donc je vous ai dit, je ne suis pas élu professionnel, je ne suis pas quelqu'un qui traîne dans la politique. Alors j'ai baigné dedans quand j'étais petit, puis je m'en suis fortement écarté. J'ai travaillé dans la vie associative, plutôt dans l'éducation populaire, sur Nantes, dans les quartiers d'habitat populaire, à Nantes-Nord notamment. Et puis 2014, voilà, je m'engage en politique auprès de Johanna Roland, et j'hérite de ce sujet passionnant, et sujet pour lequel... quand je suis arrivé en mairie le premier jour, avec mon cartable, ma belle tenue, je m'attendais à trouver des tas de documents sur mon bureau, des tas de collaborateurs prêts à m'acculturer au sujet. Je me suis aperçu que j'étais un peu seul. Voilà, je vais vous raconter un peu cette histoire-là. Donc, eh bien, j'ai lu, j'ai fait des recherches, ex-universitaire que je suis. Puis déjà, il a fallu qu'on trouve à la ville une définition à la nuit. Il y a plusieurs définitions. Vous voyez, on me demandait, tout à l'heure, vous me demandiez si c'était, si là on est la nuit. Bah, vous aurez remarqué que dehors, le ciel s'obscurcit légèrement, qu'on a allumé les lumières. Alors, je ne sais pas si vous savez comment on appelle cette heure-là. C'est cette fameuse heure bleue. Cette heure bleue qui ravit les photographes, qui fait que vous avez des superbes photos de coucher de soleil. Ben, on est dans cette heure-là. On dit aussi que c'est l'heure entre chien et loup. Voilà, et là, on voit aussi cette dichotomie. Et on va y revenir sur le fait les loups seraient plutôt du côté de la nuit, je pense. Les chiens de la journée. Parce que la nuit, elle a mauvaise réputation, mais on va raconter comment, finalement, si vous avez lu la Bible, en tout cas les premières lignes, il suffit de lire les premières lignes, eh ben, le monde aurait été créé selon la Bible, à partir de la nuit. Parce qu'au commencement, tout était noir. La nuit est aux prémices du jour. Et donc la nuit, le jour n'est pas une révocation de la nuit. Tout est à l'origine de la nuit. Même si les romanciers parlent encore de pages blanches quand il s'agit d'écrire un nouveau roman. Alors voilà, ça c'est l'heure bleue. Alors on va faire des quiz en même temps, si vous reconnaissez ce lieu, ce joli lieu nantais. La Jaunelière, bravo monsieur, c'est la Jaunelière. Alors, rapidement, les représentations collectives qu'on a de la nuit, je me suis plutôt inspiré de l'art. Vous allez voir, de la peinture. Alain Cabantous, qui est historien, vous avez ici son livre, a écrit une histoire de la nuit. C'est un des seuls historiens qui s'est vraiment penché sur le sujet, mais il s'est plus intéressé au XVIIe et XVIIIe siècle parce qu'il y a une césure. Auparavant, avant le XVIIe siècle, la nuit ne fait pas partie du domaine de la politique publique, de la cité. C'est l'Église qui régit le jour et la nuit. Et en France, notamment, la nuit, c'est plutôt du domaine interdit, du domaine du sommeil. Dans les temps médiévaux, dans une ruralité abondante, c'est le temps du maudit, du diable, du démon. C'est une période de couvre-feu. En tout cas, on ne s'organise pas autour de la nuit. On régit la nuit. C'est aussi une période, si on revient à la mythologie, un temps d'onirisme, du rêve. Vous voyez là, dans le cauchemar de Fuseli, qui existe en différentes versions. Et là, à côté, vous avez le tableau Aurore d'une peintre qui s'appelle Artemisia Gentileschi, où là vous avez l'aurore, c'est une personnification de l'aurore qui sépare le jour et la nuit. On voit bien qu'elle éloigne le temps de la nuit qui est le temps dur et du temps doux qui est du temps du jour. Et voilà, au XVIIe, au XVIIIe siècle, bah, c'est la cour. C'est pas pour un hasard qu'on dit que le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières, c'est qu'on éclaire. On organise la ville, et on organise la ville autour de la cour, autour d'une... Alors, j'aime pas le terme de colonisation. Certains disent qu'on a colonisé la nuit, mais je dirais plutôt on a contrôlé la nuit. On a étendu le jour dans la nuit, à la fois pour des enjeux culturels. Vous voyez le tableau de Watteau, les comédiens italiens, donc
à partir de divertissements, mais aussi dans ce tableau de Rembrandt qui s'appelle La Ronde de nuit, on voit toute l'ambiguïté, comment la nuit devient un lieu de parade, mais aussi un lieu de contrôle. C'est le contrôle à la ville. Et on voit bien là une différenciation encore plus forte entre le rural et l'urbain, qu'on vit encore aujourd'hui. Je pourrais revenir sur une discussion que j'ai eue l'autre soir avec le président des bistrots de pays, qui est un Corrézien, et qui m'expliquait que... Alors c'était quoi son expression? Qu'à la campagne, le jour, on s'ennuie, et la nuit, on s'ennuie aussi. C'est ça. En tout cas, non mais comment la vie d'une petite commune peut être régie par un bistrot, et qu'on voit même les bistrots aujourd'hui avoir tendance à disparaître. En tout cas, ça s'organise autour de la ville. Et d'ailleurs, quand vous voyez une vue aérienne de la France, dernièrement, je reviendrai, vous avez vu peut-être la photo que Thomas Pesquet a pris de Nantes, comme beaucoup d'autres villes, on verra que c'est surtout les contours de la métropole qui sont éclairés. Et là, on montre bien ces nouvelles frontières, qui sont des frontières, j'y reviendrai aussi sur l'éclairage. Alors là, vous connaissez peut-être ce tableau, je saute quelques siècles là. C'est Edward Hopper, c'est Les oiseaux de nuit. Voilà une autre représentation de la nuit urbaine, plus contemporaine, du XXe siècle, où là, on voit bien, c'est la nuit plus isolée. La nuit du bistrot, et une nuit plus éclairée artificiellement aussi. C'est l'arrivée de l'éclairage électrique, des néons, etc. Après, je me suis amusé à piocher un peu dans les films. Je suis très cinéphile, alors je ne vais pas faire un quiz cinématographique, mais je pense que beaucoup de films, d'ailleurs beaucoup de films qui s'appellent La Nuit 2. Ça, c'est La Nuit du chasseur, avec Robert Mitchum. Beaucoup de films transposent nos fantasmes autour de la nuit, parce que c'est un temps qu'on fantasme beaucoup, finalement. Là, c'est la peur. Là, on est chez soi. Vous savez, alors, on va parler beaucoup de frontières. Il y a la frontière entre le privé et le public, la frontière entre le jour et la nuit. Ben là, c'est la frontière entre je suis chez moi, mais j'ai peur quand même de l'extérieur. La nuit, comme un temps, je vois un passant passer dans la rue, je l'entends passer, je me cloître, je ferme à double tour. Alors la nuit, c'est aussi le domaine cinématographique du cinéma de genre, le cinéma d'épouvante. Là, vous reconnaissez peut-être ce personnage incarné par Bela Lugosi, c'est Dracula. Donc on voit bien que l'image nocturne de l'Antiquité et du Moyen-Âge subsiste encore. Le genre horrifique est un des genres les plus appréciés au cinéma. Et c'est un genre éminemment nocturne. Alors là, un autre film, un film français, Manu, j'ai entendu le titre. Manu chez Maud, d'Éric Rohmer. Là, on est... Manu chez Maud, c'est cette tradition du dialogue, alors, qu'on retrouve beaucoup au XVIIIe siècle, hein, les salons, rappelez-vous, la logique de Madame de Staël, etc. Mais les salons nocturnes, la question, les 2 tiers du film, vous les voyez, fumer des cigarettes, c'est très nouvelle vague d'ailleurs, mais fumer des cigarettes autour d'une table et discuter. C'est la question que vous faites tous, vous savez, ces apéros qu'on prolonge, à débattre politique, à dire du mal des gens qu'on aime, à dire du bien aussi parfois. Ça, c'est un autre film. C'est Night on Earth de Jim Jarmusch. Alors, c'est Winona Ryder et Gena Rowlands. C'est un film qui se passe uniquement dans des taxis du monde, la nuit. Le taxi, c'est un lieu emblématique de la vie nocturne. Des débuts de nuit et des fins de nuit, quand il faut attraper un train, un vol, quand on rentre de soirée. Alors aujourd'hui, on dirait un taxi ou un Uber. Parce qu'à Nantes, comme dans beaucoup de métropoles aujourd'hui, on a une ubérisation, comme on dit, du transport, bien que, j'y reviendrai, l'effort public est toujours là, notamment dans les transports publics. Et puis enfin, bon, la nuit festive subsiste de Versailles aujourd'hui. John Travolta, Saturday Night Fever, voilà l'image de la fête. Et là, c'est l'image de la fête dans un club, les années 70. Mais la fête, c'est aussi chez soi. Ça, c'est Breakfast at Tiffany's. Ça, c'est dans son appartement à comment s'appelle, le Dryburn. Et j'imagine que le tapage... Oui, ah non, un petit chez soi. Alors, c'est la magie du cinéma, c'est qu'on peut faire entrer plein de gens dans un 30 mètres carrés. Mais en termes de tapage nocturne, je n'ose imaginer ce que ces soirées pouvaient provoquer à l'époque. Voilà, et enfin, une image très contemporaine de la nuit. Je pense finalement la plus banale, et celle que nous vivons toutes et tous. Ça, c'est Adieu Berthe, je crois. Film de Podalides. Qui n'a pas vécu cette scène-là? Qui ne la vit pas? Qui est insupportable? Qui le range à l'entrée de sa chambre? Voilà. Une scène très contemporaine. Et là, on voit bien que la lumière, le jour s'invite dans la nuit à travers maintenant nos écrans. Je ne sais pas si vous avez eu la une des journaux il y a quelques jours. Il y a encore, on parle du grignotage du temps de sommeil à tout va. Donc l'homme dort de moins en moins.
Et nos enfants sont les premières victimes. Alors je parle du sommeil nocturne, puisqu'en France, on n'est pas un pays où on aime beaucoup faire la sieste, contrairement à d'autres pays. On n'organise pas nos journées en fonction de nos nuits. L'Espagne, plus. Alors, le sujet de la vie nocturne, c'est un sujet qui est maintenant réfléchi et pensé. Je vous parlais tout à l'heure de ce géographe qui s'appelle Luc Jwadzinski, qui est géographe, qui travaille à l'université de Grenoble, et pour qui la nuit, c'est un sujet principal, et je pense que c'est quelqu'un que vous devriez inviter pour parler du temps plus largement. Et il est venu? Ah d'accord, très bien. Pour parler du temps notamment? Et pour parler de la nuit? Ah, vous êtes tourné en avance. Il y a 8 ans. Merci, j'en ai 40. J'en ai 32 ans. Les nuits est occupé à changer les enfants à l'époque, me concernant. En tout cas, il est déjà venu à Nantes. Il est revenu nous voir par 2 fois, dans le cadre du Conseil de la nuit, puis dans le cadre d'une conférence nationale à la vie nocturne. Bon, son discours est très clair. Au-delà de la nuit, lui, il pense aux usages temporels de la ville. Lui, la ville, il y a eu le développement des territoires auxquels on pense tous, mais aujourd'hui, il faut penser à la ville aussi en termes d'usage temporel. Un autre exemple que celui de la vie nocturne, la réforme des rythmes scolaires, qui a divisé, et qui divise encore, qui va diviser, je pense encore plus, avec maintenant le fait que toutes les communes ne sont pas à la même heure sur cette question-là. C'est les questions de synchronisation des citoyens. La réforme des rythmes, c'est très clair, c'est que qui était d'accord parmi les parents pour s'associer sur le fait qu'il fallait choisir le mercredi ou le samedi, selon que vous êtes divorcé, selon que vous êtes en couple, selon que vous avez plusieurs enfants ou pas. Moi j'ai participé, j'ai vu des débats où la décision commune, le consensus devient difficile à partir du moment où ce sont les particularismes qui prennent le dessus. Et en matière de temps, les particularismes sont multiples. On ne dit plus j'habite à 3,5 km de mon travail, on dit j'habite à 20 minutes, 15 minutes, en bus, en transport. Votre GPS, vous regardez moins aujourd'hui le nombre de kilomètres que le nombre de minutes et d'heures qui vous séparent de votre direction. Donc ça, c'est Luc Jwadzinski, ça c'est pour... Je vous renverrai le PowerPoint, comme ça vous aurez toutes les références. À la Carmontus, Histoire de la nuit, je vous en ai déjà parlé. Alors Jonathan Crary, c'est un écrivain critique d'art qui lui a écrit, alors c'est très marxiste, post-marxiste, Le capitalisme à l'assaut du sommeil, 24/7. Il part du principe qu'on dort de moins en moins, que la nuit notamment se libéralise à la matière de l'économie et qu'il ne faudrait surtout pas qu'on vive dans une société de zombies où les magasins soient ouverts 24 heures sur 24 et qu'on doit ménager notre sommeil. Et alors, il prend des exemples notamment sur la manière dont les soldats ont été entraînés pour les différentes guerres du Golfe, etc. Alors, parfois, on est proche de la théorie du complot, mais je vous jure que c'est un bouquin très intéressant, parce que ça pose la question, quelle nuit voulons-nous? Et à Nantes, moi je pense qu'on est dans cette recherche d'équilibre qui ne veut ni une nuit hystérique, où tout le monde ne dormira pas la nuit blanche permanente, et nous ne voulons pas non plus la nuit noire, où il y aurait une forme de couvre-feu qui ferait que tout le monde devrait rentrer chez soi. Mais c'est une vraie question de civilisation. Et par extension, c'est une question qui trouve écho dans les débats qu'on peut avoir sur le dimanche. Dernièrement, vous avez peut-être appris, mais Chronopost vient d'ouvrir un service, va ouvrir un service au mois de novembre, et notamment à Nantes, de livraison des colis le dimanche. Quand vous commanderez sur Amazon votre Blu-ray, votre DVD, parce qu'il vous faut essentiellement le dimanche, vous ne pouvez pas attendre lundi, vous l'aurez le dimanche. Sachant que Amazon, ils sont malins, parce qu'on peut prendre aussi des sécateuses. Ça ferait concurrence aussi au marché. Les seuls magasins qui sont ouverts le dimanche, je rappelle, qui sont les jardineries alors Nantes. Alors avant de commencer, je vais vous montrer un petit film. Est-ce que je vais trop vite ou ça va? Ça va? Bon. Je vais vous montrer un petit film, c'est un reportage qui date d'il y a quelques années et qui décrit la nuit nantaise dans les années, je crois, 80. Alors... Le temps des vacances, c'est aussi le temps de la nuit. Après les Sables d'Olonne, hier, nous sommes allés voir comment les Nantais passaient leur nuit. Alors avec le beau temps, Nantes s'est quelque peu vidé de ses noctambules. Les branchés préfèrent maintenant aller passer leur soirée sur la côte. Mais les amateurs de nuit chaude, on les trouve encore dans des endroits bien spécifiques. Marianne Figureau et Jean-Paul Launay les ont rencontrés hier soir.
Il est 23 heures, la faune nocturne nantaise sort de sa tanière. Il y en a de toutes les espèces, certaines très communes, d'autres plus rares. Pourtant, ils ont tous un point en commun, la terrasse d'un café. Du ripou au punk sniffer, sans oublier l'éternel nostalgique du Larzac, ils sont tous là. Entretien secret et petit négoce discret. La nuit place du commerce, c'est fou, non? Il n'y a pas vraiment d'attraction, hein. Je sais pas, c'est plutôt zone, c'est vide ici. Enfin, quoi que, ça dépend, quand il y a des concerts c'est bien, mais il n'y en a plus maintenant. Il faut plus de concerts, c'était bien dans le temps. En général, je prends un pot, je sais pas, sur une terrasse, je vais au cinoche, je rencontre du monde, je vais en boîte, ça dépend. Alors ça, c'est tout. Ou chez des petites fêtes, chez des copains, des copines. Ça, chez des gens que j'ai rencontrés, comme ça, on a fait connaissance, quoi. Et puis, bah, je vais les inviter à dormir chez moi cette nuit, c'est tout. Changement de quartier, changement d'adresse, ici on tape le carton. Ambiance jazzy, sourire complice, les clients sont des habitués. Tutoiement de rigueur, moyenne d'âge, la trentaine, on sert bien, on s'en souvient, on y revient. Je viens parce que j'aime la musique et sous cette forme de musique-là, parce que autrement il y a d'autres formes de musique qui me déplaisent un petit peu, disons. Je suis un petit peu rétro, peut-être bien un petit peu. J'aime beaucoup le jazz. Alors j'aime me voir cette ambiance en plus sympathique ici ce soir. Et quand vous sortez autrement à Nantes, vous faites quoi? Oh, quand je sors, je vais au cinéma, je fais comme tout le monde, on va un peu flâner dans les rues piétonnes. Mais je crois qu'on se laisse très vite un petit peu des ambiances de boîte, tout ça. On a besoin un petit peu de retrouver un petit peu les sources un petit peu de musique un peu différentes. Minuit, l'heure des jeux de massacre. Beaucoup sont déjà partis, ils avaient trop les boules. Quant aux plus âgés, ce sont les plus couche-tard. Quand les enfants sont sortis, c'est bien connu, les parents en profitent. Loin des lasers et des discothèques BCBG, ils viennent ici pour retrouver le charme. J'ai un doute, je ne sais pas si c'est le bal à papa. Valse, tango, au Je son me de demande, l'accordéon. je suis On pas oublie sûr. le décor et on est transporté dans une guinguette d'autrefois. Personne n'a fréquenté le bal à papa Ne vous ici? méprenez pas, cependant, ce n'est pas ici Moi, je que l'ai fréquenté, Torres Scola a filmé il y a son très bal. longtemps. L'ambiance est bon enfant, on s'y sent presque en famille. On y vient pour s'amuser, mais pas toujours sans arrière-pensée. Après tout, c'est dans un bal que grand-papa a connu grand-maman. Qui a dit que les adeptes du rétro ne sont plus dans le coup? Ils dansent même le disco. Faire la fête, l'apanage de la jeunesse, encore un mythe de plus aux oubliettes. Alors, on est dans les années 80. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ce que dit le jeune homme là, qui est interviewé à Place du Commerce. Il dit « Ah, c'était mieux avant ». Alors ça, c'est quelque chose que j'entends tous les jours. C'était mieux. Ah, la nuit à Nantes, c'est tellement mieux. Et derrière, il faut attendre quand j'étais jeune, ou quand je sortais, avant que j'ai des enfants, etc., etc. Après, il y a des choses qui ont changé. Ça, on va y revenir, notamment en matière de droit. Ça, on va y revenir, l'expression du droit à la nuit. Parliez de que la nuit, là on voit bien, c'est pas que les jeunes, mais c'est pas que des gens qui font la fête. Vous l'avez mis en avant, c'est aussi il y a des exclus de la nuit, et ça on va y revenir aussi. Ça va toujours? Ça va, vous suivez? Bon. Alors, avant 2014, Nantes c'est quoi? Alors là, on était dans les années 80. On va faire un peu d'histoire rapidement. Je parle sous le contrôle de l'ex-maire de nuit qui est là. Ça, je vais en parler un peu plus tard, d'Arnaud Tesson. On dit que Nantes, c'est une belle endormie. Il y a quelques jours, donc j'étais à une conférence nationale de la vie nocturne, on m'a dit « Ah oui, Nantes, les allumés !» Alors je dis « Ouais, les allumés, c'est 92. » Moi, je suis arrivé en 95 à Nantes. Ma grande frustration, c'est que c'était les allumés Cuba, et ça m'est passé sous le nez. Alors j'ai quand même vu fin de siècle, j'ai vu l'ouverture du lieu unique, et là, j'ai l'impression que c'était l'événement, d'ailleurs ça porte bien son nom, hein, dans la nuit, tout d'un coup, paf, les allumés. La ville se réveille, l'économie se réveille, on joue tout d'un coup, il y a une alternative au bowling, une alternative culturelle et festive à la fois, et on sait tous que ça tournait beaucoup autour de ce que Jean-Marc Ayrault, Jean Blaise ont installé à la ville de Nantes. Et puis, cette culture événementielle à la ville de Nantes a permis d'institutionnaliser, d'instaurer des lieux emblématiques, des lieux mi-publics, mi-privés. Le lieu unique, par exemple, c'est un lieu public, mais avec le café est privé. Il s'y passe des tas de choses. Ça ferme à 4 h du matin, fin de semaine. Stérolux,
qui est la salle de musique actuelle. Et on est en feu dans le cadre de l'actualité, puisque vous savez que c'est cette semaine, je crois, on a les nuits électro de Scopitone. Voilà, sous les nefs. D'ailleurs, j'y reviendrai, qui sont aménagés. Parce qu'on va revenir sur le hangar à bananes. Vous savez que de faire une nuit électro sous les nefs, c'est une bonne idée, sauf que vous êtes face à l'eau, que l'eau, c'est un conducteur de son. Eh bien, l'idée depuis l'année dernière, alors il y a 2 ans, il y a eu une fausse bonne idée, mais j'y reviendrai aussi, c'est d'avoir mis des casques. C'est-à-dire tout le monde dansait avec des casques, finalement personne ne dansait, parce qu'on préfère regarder les autres, voir comment ils dansaient avec des casques, et il y avait un peu une danse de sourds. Et l'année dernière, il y a eu l'installation d'une caisse géante, une forme de boîte, sous les nefs, une boîte acoustique avec des matériaux qui viennent du Nord, des pays scandinaves. Et bien, ça a très bien marché. Michel, on tournait autour, nous, on contrôlait chaque angle. Donc il y a des solutions aussi à la cohabitation la nuit, et notamment elles sont technologiques et techniques. En tout cas, voilà, 2 lieux emblématiques. Et puis la nuit à Nantes, moi quand je suis arrivé dans les années 90, quand je demandais quel bistrot il fallait aller, on me répondait toujours les 2-3 mêmes bistrots. Ah non, faut que tu ailles au Saint-Domingue. Ah non, faut que tu ailles alors il y a le Mastroquet, faut que tu ailles au Floride, faut que tu ailles au Briord, Aujourd'hui, et on le voit bien avec le Festival Barbare, vous avez le choix de plus d'une centaine de bars à Nantes. Le nombre de bars est incroyable. Le Festival Culture Barbare qui s'est aussi structuré et qui a été une alternative à la culture institutionnalisée. Et ça, on va y revenir. Nantes s'est réveillée par la culture. Et ce qu'on a reproché ensuite à la culture nantaise, et notamment en collectivité, c'est de l'avoir institutionnalisée, cette culture. Scopitone, donc j'en ai parlé, je ne vais pas y revenir. Et puis, il y a à Nantes... hier et aujourd'hui encore, des lieux emblématiques, des quartiers emblématiques. Alors moi, quand je suis arrivé à Paris dans les années 90, il ne fallait pas aller quai de la Fosse. C'est le quartier Balfamé. C'est le quartier de la prostitution, des bars entraîneuses. Quand on sortait avec des amis, il fallait raccompagner toutes les jeunes filles qu'on connaissait qui habitaient le quartier, parce que les habitats, forcément, les habitations étaient peu chères. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quai de la Fosse, on n'en a plus beaucoup parlé. Alors si, il y a encore des histoires de proxénétisme, je ne veux pas non plus... Mais aujourd'hui, la prostitution n'a plus besoin de se cacher à Nantes. Excuse-moi de ne pas être langue de bois, mais elle est exposée aux yeux de tous. Et ça, c'est un vrai sujet. Et puis, vous avez Bouffay. On peut citer aussi la rue Joffre, qui a connu des hauts, des bas. Moi, j'ai connu la rue Joffre très peu festive, même peu ragoûtante. Et puis, en ce moment, on peut dire que la rue Joffre est dans une forme d'attractivité, mais nocturne comme diurne. Et puis je pense à la rue Kervégan et au quartier Gralin, qui sont des quartiers donc de fête. Les lieux emblématiques, le bal à papa, dont le nom a connu un héritage, puisque c'est le nom qui a été donné à l'installation avec la piscine à boules du voyage à Nantes il y a 3 ans. Il y a 3 ans, vous aviez à la place du sol lunaire, pour ceux qui l'ont vu, voilà, le bal à papa qui était le bar intergénérationnel, mais qui pose la vraie question des lieux festifs pour tous les âges. Loin du jeunisme marketing de certaines boîtes de nuit. Et là, c'était plus le cas du Quai Ouest, qui a été démoli. D'ailleurs, je crois que le Quai Ouest, pareil, un héritage, c'est l'immeuble qui est à la place, je crois, s'appelle le Quai Ouest. Donc, Quai François Mitterrand. Quai Ouest, le propriétaire, Philippe Clément, qui est une figure emblématique de la ville nocturne nantaise, puisque c'est lui le patron du LC Club. Donc là, le hangar à bananes. Et c'est lui qui vous servira votre assiette de charcuterie lorsque vous irez à la cantine l'été au voyage à Nantes. Puis en bas, vous avez, donc alors, j'ai pas envie de me tromper, c'est le Floride, mais c'est l'ancien Saint-Domingue. C'est l'ancien Saint-Domingue, sachant que le Mastroquet était plutôt du côté de chez Lisette, c'est ça? Ouais, je sais plus. Ah, l'ancien Saint-Domingue qui est derrière la zone de fret, donc derrière le hangar banane, et qui est encore une boîte ouverte. Je pense que dépêchez-vous d'y aller, parce que c'est très probable que le Floride, avec tous les projets immobiliers qui subsistent, un jour disparaisse. En tout cas, c'est un lieu culte. Alors, la vie la nuit, c'était pas si compliqué avant, mais vous savez qu'aujourd'hui, les politiques publiques nous imposent de mourir tous en bonne santé. Donc la cigarette, la lutte contre la cigarette, notamment, c'est de l'ironie quand je dis mourir en bonne santé, mais vous savez que le tabac notamment fait partie des grandes causes nationales depuis Claude Évin. Et depuis le 1er février 2007, vous ne pouvez plus fumer à l'intérieur d'un café. Vous êtes obligé d'aller en terrasse. Et là, les ennuis commencent vraiment, en termes de cohabitation nocturne. Puisque quand vous fumez sur les terrasses des cafés de la ville de Nantes, ça a beau être la 6e ville de France, c'est comme un centre-ville
très dense, très densifiée. Entre les habitats, les commerces, les transports, vous êtes dans des zones très minces. Bouffay, c'est un ancien bourg. Graslin, c'est pas non plus évident. Les rues sont étroites. Ce n'a pas été étudié. La ville n'a pas été construite pour des aménagements sonores. Les rues pavées, les gens qui habitent les rues pavées, c'est peut-être un haut signe de patrimoine. À vivre, c'est pas simple. La rue Kervégan, la nuit, avec des talons hauts, rien que je sais pas moi, un briquet qui tombe par terre pour y avoir habité. J'ai habité rue Kervégan, c'est terrible. Et ben depuis 2007, on a des nouvelles formes de sociabilisation qui sont créées sur l'espace public, puisque c'est pas simplement la pause cigarette qu'on va faire dehors, c'est tout d'un coup rencontrer des gens qui passaient par là, qui discutent avec vous. Donc vous avez ces nouvelles formes de frontières qui ont explosé. On revient aux frontières entre le privé et le public. Là, vous avez une frontière qui a explosé, clairement. Donc ça pose la question ensuite des gens qui habitent au-dessus et qui d'un coup ne prennent plus trop plaisir à habiter en centre-ville. Alors il y a des lieux emblématiques qui ont ouvert, fermés, mais pas toujours pour les raisons qu'on croit. Moi, on vient me voir en me disant « Oui, le Stakhanov ». Alors Stakhanov, je ne sais pas si vous avez connu, c'est un bar qui a été mené par 3 acteurs, 3-4 même, acteurs de la vie nantaise plutôt emblématiques, et qui a duré quelques mois, mais qui est un lieu qui était un peu un lieu utopique, qui était un lieu de café-concert un peu géant, alternatif justement aux salles de musique actuelles, qui était dans Bouffay, qui a fermé, et non pas pour des raisons de tapage nocturne, mais pour des histoires de management. Moi, je dis souvent qu'un bistrot, c'est un peu comme un groupe de rock. Ça a son âge d'or très rapide. Alors, il y en a qui tiennent, il y en a qui changent de propriétaire, puis des fois, ça ferme assez rapidement. Parce que travailler la nuit, on y reviendra, mais c'est pas quelque chose de donné à tout le monde. Même physiologiquement, travailler la nuit, c'est pas une évidence. Ça pose, vous allez voir les infirmières qui travaillent au CHU, je suis pas sûr que travailler la nuit, au bout d'un moment, ça les enchante plus que ça. L'homme a été créé. Alors l'homme a été créé, pardon, je reviens à des discours un peu. L'homme, en tout cas, il y a des études physiologiquement, biologiquement, est plutôt destiné à la lumière qu'à la nuit. Et pourtant, nombre de personnes travaillent la nuit. Le rock en grain, c'est un autre cas. Là, par contre, c'est une histoire de cohabitation difficile. J'y étais avec toi en fin de parcours, en fin de vie. Je suis arrivé trop tard pour essayer de faire une médiation. Le Rock en Grain, c'est rue Joffre. C'était un bar qui, maintenant c'est le Spoutnik, je crois, et qui était à côté d'un hôtel. Et là, cohabitation difficile entre les gens qui dormaient à l'hôtel et puis les usages de ce café, qui était un café-concert avec des spectacles, etc. Et qui a été très médiatisé à l'époque. Vous aviez des reportages à la télé où vous pouviez voir Jean-Louis Jossic, maire adjoint de la ville de Nantes à la culture, s'émouvoir de la fermeture administrative. C'est pas la ville, parce qu'à Nantes, la ville régit les horaires des cafés. Mais à partir du moment où le patron d'un hôtel ou n'importe quel habitant veut saisir la justice, la ville ne peut plus rien faire. Si, pour tapage nocturne, il attaque le Rock en Grain et que le Rock en Grain et par décision de justice est montré comme responsable, là la décision de justice a été, je crois, interdiction de concert. Voilà, tout bonnement. Alors il faisait des spectacles d'improvisation, etc. Et ça a été fortement médiatisé. Et ça a ouvert un débat essentiellement médiatique entre ce qu'on a eu tort d'appeler les dormeux, et on verra que c'est plus complexe que ça, les gens qui veulent dormir, et les fêteux, ces autres qui ne pensent qu'à une sorte de chose, à faire la fête. Un débat essentialisé, vous imaginez un ring de boxe, d'un côté vous avez l'habitant du centre-ville remonté, puis de l'autre vous avez le patron de bar. Je dis bien qu'on est dans la caricature, mais c'est un peu cette caricature qu'on avait, qui nous était donnée en spectacle. Il y a eu un autre phénomène aussi. Parce que là, on est beaucoup autour des bars, etc. Mais ça, c'est un phénomène qui a commencé à Nantes. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est l'apéro Facebook. Alors, on est Place Royale. Alors, Place Royale, c'est une place très nocturne. Victoire du FC Nantes, un nouveau président élu, c'est souvent la fête Place Royale. Vous avez souvent des choses Place Royale. Alors là, c'est à l'époque où la Place Royale, il n'y a pas... Oui, je ne me trompe pas, c'est bien Place Royale. Oui, c'est bien Place Royale. Les apéros Facebook, c'est un événement qui a commencé à Nantes. 2010, et qui a duré quelques années, et il y a une année un brin plus difficile que les autres, puisqu'il y a eu un mort. Il y a eu un mort, et ça a été relayé dans les autres villes, et ça a échappé à tout le monde. Mon interprétation sur ces apéros, on pourrait y revenir, mais c'est que
on n'a pas compris, finalement, ce que les jeunes nous montraient. Des jeunes qui s'organisent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. C'était Facebook 2007, hein. C'est très récent. Donc à ce moment-là, les parents ne sont pas encore sur Facebook, hein. Des jeunes se réunissent. Le contrat, c'est d'amener une bouteille d'alcool pour des apéros Facebook. Dans l'idée des pouvoirs publics, c'est contrôle absolu. Attention, danger imminent. Mais on ne pense pas à ce moment-là que si les jeunes veulent prendre l'apéro sur l'espace public, c'est qu'à un moment, ils revendiquent peut-être quelque chose. Inconsciemment. Il n'y a pas eu de charte, c'est pas nuit debout, il n'y a pas eu de charte. Mais que s'ils voulaient prendre l'apéro, c'est peut-être que derrière, ils voulaient peut-être de la nourriture. Et peut-être pas que de la nourriture, peut-être pas qu'à manger, mais peut-être aussi des nourritures spirituelles, culturelles. Et j'ai tendance à croire qu'on n'a pas compris finalement ce phénomène. Il y a eu un mort, dont acte. Il fallait l'encadrer, cet événement. C'était quand même un événement sur l'espace public avec d'hyperalcoolisation collective. Ça a duré 3 ans et pchit, ça a disparu. Mais ce qu'on voit arriver à ce moment-là qui a duré, c'est on voit des pratiques juvéniles évoluer, et on le voit aujourd'hui notamment dans la culture. On croise plus de jeunes aujourd'hui sur l'espace public qu'on en voit dans les salles de musique. Alors je parle généralement, Scopitone, on va avoir beaucoup de jeunes. Mais à la Bouche d'Air, quand je vais voir des concerts, je ne croise pas beaucoup de jeunes. Quand je vais écouter du jazz pareil, etc., de la pop. Aujourd'hui, les jeunes sont plutôt attirés. Alors, attention, hein, c'est pas les jeunes, c'est pas tous les jeunes, mais par des événements sur l'espace public, plutôt gratuits et plutôt de manière avec une organisation peu prévue à l'avance. Les nuits des 16-25 ans aujourd'hui ont fortement évolué. On le verra même au niveau temporel. L'apéro, on ne prend plus à 20h quand on a 20 ans. On prend des fois à 23h, minuit. Et on évolue plutôt de manière très différente. En tout cas, voilà, les apéros Facebook, ça a commencé à Nantes. Voilà un phénomène nantais. 2013-2014, les municipales à Nantes. Quelques années avant, j'en ai pas parlé, le hangar à bananes. Le hangar à bananes alors tout ce que je vous ai dit, déjà l'ambiance était un peu tendue quand même. Le hangar à bananes a rajouté un peu de feu aux poudres. Alors vous savez, le hangar à bananes, c'est un projet qui est hérité de Lisbonne. Je ne sais plus comment s'appelle ce lieu à Lisbonne, qui est comparable au hangar à bananes, un lieu dédié à la fête. Et en même temps, le hangar à bananes, c'est la réouverture vers la Loire. D'ailleurs, j'oserais dire aujourd'hui que je pense que le succès du hangar à bananes, c'est plutôt la réouverture vers la Loire. Et puis finalement, le dynamisme culturel qui commence on voit l'ouverture notamment de la Happe Galerie, mais c'est vécu, et notamment par les commerçants du centre-ville, comme une provocation. Je parle des commerçants de nuit. En gros, c'est vous commencez gentiment la fête en centre-ville, c'est comme ça que c'est entendu. Hein. Et puis vous allez finir votre soirée au hangar à bananes. Et bien pareil, il y a un mort. Pardon, mais il y a souvent des accidents. Parce que le hangar à bananes, finalement, s'aperçoit. Alors les bars sont souvent très bien. Moi, je ne suis pas là pour parler des cafés. Il y a des bars très bien. Mais qu'on imagine un lieu de fête près de l'eau. Mais il y a 2 conséquences. D'une, il y a de l'eau. Donc quand vous sortez un peu enivré d'un café ou d'une boîte de nuit, ah oui, il y a aussi une des plus grosses boîtes de nuit d'Europe qui est là-bas, qui accueille des gros tonus. Bah, si vous êtes face à l'eau, vous avez de fortes chances de tomber à l'eau. Et puis il y a autre chose. C'est qu'en face du hangar banane, vous avez la butte Sainte-Anne. Et que l'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un sacré conducteur de son. Quand vous habitez juste en face, il suffit que les portes d'un café soient ouvertes, et bien le son est réparti et relancé de manière dithyrambique juste en face. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand on imagine la ville, quand on a imaginé la ville, on ne l'a pas imaginé forcément toujours selon ses usages, et notamment ses usages de cohabitation temporelle. Une ville, essentiellement, elle est comme dessinée par des gens qui l'imaginent pour un usage diurne. De moins en moins. Mais jusque-là, c'était quand même beaucoup le cas. Donc 2014, la nuit s'invite. Et grâce à qui? Grâce à quoi? D'un côté, un collectif qui se met en place et qui organise des élections nocturnes dans les lieux nocturnes que sont les cafés, les boîtes, etc. Vous avez des urnes dans les cafés. C'est plutôt inattendu, improbable. Alors là, en sursaut démocratique, on ne fait pas mieux. D'un coup, vous arrivez pour faire la fête et on vous propose de voter. Je ne suis pas sûr que les gens qui ont voté ces nuits-là, ils votaient toujours le dimanche quand il s'agissait d'aller voter pour les élections traditionnelles. Et ça a un certain succès. Il y a plusieurs listes. Et il y a une liste qui remporte l'élection. Vous avez ici des anciens maires de nuit. Ils sont 2. Mais ce n'est pas le cas qu'à Nantes. C'est le cas dans beaucoup de villes de France. C'est le cas à Paris. C'est le cas à Toulouse.
C'est le cas à Lille aussi. Mais ça n'a pas tenu partout. Je crois que là où ça a le mieux tenu, c'est à Nantes. À Toulouse, vous avez toujours un maire de nuit. Hein. Il est autoproclamé maire de nuit, il hurle dans les rues qu'il est maire de nuit. Et, bref, on va se concentrer sur Nantes. Les maires de nuit font le tour des acteurs et des candidats à la municipalité. En posant les enjeux de nuit, mais pas simplement, vous positionnez pas uniquement sur la question justement de la soirée, de la fête. On y parle de formation, on y parle de travail de nuit, mais on y parle aussi d'histoire de Nantes. Voilà, il y a eu un sursaut culturel, etc. Mais les acteurs ont changé, ont évolué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quelques années avant, aux élections de 2008, vous avez une liste de culture qui s'est positionnée, avec un S. Et donc il y avait tout d'un coup de dire bah, c'est bien, Nantes s'est réveillé, la culture c'est formidable, toute la culture institutionnelle c'est formidable, mais quid de la place des habitants? Aujourd'hui c'est une ville attractive, il y a de nombreux artistes, il y a de nombreuses personnes qui veulent, quand ils sont sortis de leur travail, participer à une vie culturelle plurielle et pas simplement entre quatre murs. C'est pas la culture, il n'y a pas un seul lieu, pour paraphraser à l'époque le lieu unique, c'était un peu pris comme une provocation de dire il y a un seul lieu, c'est le lieu unique. Donc, plein d'enjeux différents, ils vont voir les candidats et ça provoque ici même, à la Tour de Bretagne, un grand débat, qui était assez spectaculaire hein, d'ailleurs, où vous aviez donc Arnaud Tesson et Vincent Baillevert, les deux maires de nuit, face aux trois principales candidates à l'élection, qui étaient Laurence Garnier, Johanna Rolland et Pascal Chiron. Et vous aviez deux visions de la nuit qui ont été défendues par les candidates. L'une qui consistait à dire, c'était celle de Laurence Garnier, la nuit, on doit continuer à structurer autour du hangar à bananes un quartier de la nuit. Donc, en gros, on laisse les gens dormir dans le reste de la ville, puis on crée un quartier de la nuit structuré où tout le monde ira faire la fête. La vision de Johanna Rolland, déjà, c'est sortons du prisme de la fête, posons la question de la garde d'enfants, par exemple. Elle a émis plusieurs sujets, et faisons de la nuit un sujet qui concerne tout le monde. Puisqu'il n'y a pas les gens qui font la fête d'un côté et les gens qui dorment de l'autre. C'est tantôt vous faites la fête, tantôt vous dormez, tantôt vous travaillez. Et quand j'entends le travail la nuit, c'est pas simplement aller pointer au 3-8. On est soumis de plus en plus, toutes et tous, au télétravail à domicile. La veille d'une présentation, ça a été mon cas hier soir, voilà, je suis sur un diaporama à 23h. Et ça, on le comptabilise pas. Mais le travail de nuit, c'est aussi le travail à domicile. Et donc, c'est prendre dans sa diversité. La demande des maires de nuit à ce moment-là, c'est on veut un conseil de la nuit. Alors, pas pour eux, pas que pour eux, mais pour l'ensemble des Nantais. Ça tombe bien, Johanna Rolland, à ce moment-là, décide de révolutionner un peu le dialogue citoyen et d'étendre le nombre de conseils. Elle s'engage à un conseil de la nuit. En parallèle de ça, vous avez des collectifs d'habitants qui se structurent de plus en plus. Qui se structurent au niveau local. Donc, il y a les rues de Gralin. Vous avez, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, monsieur, je regarde monsieur Pavageau, c'est Habiter, Vivre Bouffet, je sais plus. Habiter le Bouffet. Vous avez Fédot, autour du quartier Fédot, donc des collectifs qui s'organisent et qui se structurent nationalement. Puisque vous avez des réseaux aujourd'hui, français, européens, et on commence à avoir une réflexion qui va au-delà du simple plaignant, discours plaignant. C'est la reconnaissance juridique de l'habitant. Ces gens-là, les maires de nuit et ces collectifs-là, je pense que la rencontre ne se fait pas. Je ne me trompe pas. Hein. La rencontre ne se fait pas. Elle se fait, mais elle avorte très rapidement. La collectivité a un peu de responsabilité là-dedans. C'est quoi la responsabilité de la collectivité? C'est d'avoir reçu d'un côté les riverains, les habitants pendant des années, d'un côté, et plutôt du côté de la tranquillité publique, et puis les bistrots, les bars, etc., plutôt d'un autre côté. Côté culture et tranquillité publique aussi. Alors il y avait des outils efficients, qu'ils sont toujours. On a une brigade de contrôle nocturne, on a une commission de débit de boissons. Ce sont des outils qu'on nous envie. Donc il y avait une réflexion avant sur la nuit. On avait des médiateurs de soirée, on avait une charte des acteurs de la vie nocturne. Mais on ne réunissait pas les habitants sur ces questions-là. On l'a réservé aux experts. Donc ça avait un effet immédiat, très positif, mais les habitants n'y voyaient rien. Donc l'idée de ce conseil de la nuit, c'était bien de mettre autour de la table ces antagonistes. En tout cas, a priori, ces antagonistes. Les élections ont lieu, Johanna Rolland est élue, je suis nommé élu à la nuit,
Et rapidement, on met en place un diagnostic. Et ce diagnostic, eh bien, on le fait avec les gens. Mais on n'appelle pas Presse-Océan ou Ouest France directement. Nous, ce qu'on veut faire, c'est une démarche abritée. Une démarche abritée, c'est on sécurise le discours des gens. Ça a commencé, je crois que vous étiez une vingtaine de personnes, dont certaines sont là, à se réunir tout en haut de Nantes Métropole. Et je peux vous dire, pour avoir ouvert la première séance, c'était quelque peu tendu. J'avais d'un côté plutôt des gens proches du collectif barbare, plutôt des cafetiers, et puis de l'autre côté, ou des gens aussi des musiciens, des artistes, et puis de l'autre côté, j'avais les habitants de ces collectifs. Et on voyait bien qu'il y avait quelque peu d'hostilité dans l'air. Et au lieu d'ouvrir directement les hostilités, comme ça a été fait à Paris, le Conseil de la nuit à Paris, ils ont ouvert directement, et hop, allez, hop, c'est parti. Et ça fait mal. Et aujourd'hui, on y était il y a quelques jours, on a assisté encore aux échanges entre les habitants et les riverains et les cafetiers. C'est pas simple. Après Paris, c'est Paris. Hein. Il y a plein d'arrondissements, etc. Nous avons beau être la 6e ville de France, nous sommes dans une ville à dimension humaine. C'est un peu différent. Mais néanmoins, il y a une ambiance quelque peu tendue. Eh bien, on fait travailler les gens autour d'un autre sujet. Et je crois qu'on vous a fait travailler, si je me souviens bien, sur le sucré-salé. Sur, je crois qu'il y a eu la question aussi, en tout cas on a déplacé l'objet de la confrontation. Parce que finalement, il fallait faire rencontrer ces gens qui ne se connaissaient pas. Et je trouve que là, on a typiquement quelque chose propre à notre époque. On était dans les représentations, les stéréotypes jusqu'au bout, entre des stéréotypes intergénérationnels, des stéréotypes de classe, etc. Eh bien tout ça, ça a fondu très vite. Je ne dis pas que toutes les problématiques ont fondu directement, parce que ça, c'est revenu directement. Eh bien, pour mettre tout le monde d'accord sur la nuit nantaise, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a cartographié ensemble la nuit. Alors, je vais vous montrer ce que ça a donné. Il ne faut pas que je me trompe de document. Voilà, c'est celui-là. Je vais vous montrer rapidement. On a cartographié la nuit. Alors, tac, tac, tac. J'arrive plus à mettre en plein écran. Tac, bon, je vais vous montrer comme ça. Alors, voilà. Ça, ah bah non, bah si, commence à me... Tac, tac, tac. Voilà. Donc, voilà, ça c'était les premiers ateliers. Donc tout le monde autour de la table. Finalement, vous savez, pour mettre d'accord les gens en général autour de la table, il faut soit à manger, soit un jeu. Moi, je crois vraiment à la notion de jeu. Je crois que si vous mettez les gens autour de la table, vous leur apprenez un bon jeu de société, ça fait société. Voilà, c'est un peu cette notion-là qu'on a eue. Alors, je vais essayer de retrouver la cartographie. Elle est là. Voilà. Alors, quand je retrouverai le moyen de faire une... D'habitude, j'ai mon chef de projet qui m'aide, mais là, il est tellement... C'est bon, je l'ai. C'est bon. Alors là, bon, on n'y voit pas grand-chose. Hein. On va expliquer l'idée, au lieu de voir le détail. Vous renvoyez des documents après à tout le monde ou pas? Oui, vous avez une espèce de... Ouais, pas très bien. Mais c'est public, hein, ça. Hein. Donc sur l'axe des ordonnées, donc en vertical, vous avez l'intensité, la question de l'intensité de la vie nocturne, et sur l'axe des abscisses, vous avez le temps qui passe. Donc tout le monde, au départ, ça ne s'est pas dessiné directement comme ça, tout le monde, on a défini les frontières de la nuit. Eh bien, la nuit, elle commence plutôt à 20h. Et là, tout le monde était plutôt pour dire, les soirées nantaises sont formidables. Il y a du cinéma, il y a du théâtre, il y a des spectacles, il y a des lieux pour sortir. Mais au bout d'un moment, on a l'impression que la nuit commence à être réservée à certains et pas à d'autres. Je prends le discours d'une habitante de Graslin qui nous dit « Mais moi j'en ai marre d'être caricaturé comme étant quelqu'un qui passe son temps chez soi à dormir ou à me plaindre. Moi le problème c'est que quand je rentre du 14A, le soir, j'aimerais bien ne pas faire invectiver dans la rue. » Et ça, c'est un peu un des discours de Jonathan Crary quand il décrit les boîtes de nuit. Finalement, la nuit, là où il faut qu'on se méfie, c'est que c'est qu'une caricature du jour et que c'est un temps d'élitisme noctambule. Quand vous rentrez dans une boîte de nuit, il faut payer une entrée, il faut avoir déjà le pouvoir d'achat pour la payer, puis après, vous avez le carré VIP qui est en général en surexposition par rapport au reste. Eh bien moi, j'ai tout d'un coup pris conscience de ça, c'est-à-dire on peut défendre le droit à la nuit à la fête, mais tout d'un coup on s'aperçoit quand même que la nuit c'est un territoire réservé.
Surtout que là, c'était une habitante de Graslin. Mais quel est le discours à ce moment-là de quelqu'un qui habite aux Chênes des Anglais à Nantes-Nord, une jeune mère de famille, qui est en situation monoparentale et qui a ses enfants? Ben, j'en connais qui travaillent dans le métropole, qui me disent, moi le soir je ne sors pas. Je ne sors pas parce que j'ai pas les moyens de faire garder mes enfants. Parce que dans ce moment-là, il faut quoi? Il faut que je paye une babysitter. À ce moment-là, il faut que je fasse quoi? Il faut que j'aille, faut que je paye le transport. Et puis en plus, il faut que je paye l'accès à la culture, le spectacle, le cinéma, etc. Donc voilà, il y a quand même là aussi une forme de réflexion à avoir. Si d'un coup on s'aperçoit que la nuit, c'est pas que le centre-ville. Eh bien, on voit bien à partir de ce graphique que plus les heures avancent et plus la zone rouge est là. On voit que l'essentiel de la nuit, c'est quand même le centre-ville. Et on voit aussi que l'essentiel des problématiques, c'est après 2 heures, après la fermeture des cafés. On a des phénomènes de stagnation sur l'espace public. Et là, on voit que se dévoile un manque de diversité culturelle. Si on est d'accord que la culture, c'est pas simplement boire des coups et écouter de la musique, puisque à partir de 2 heures, c'est plus des concerts. À partir de minuit, c'est souvent plus des concerts que vous avez, c'est souvent plutôt du DJing ou de la musique d'ambiance, comme on dit. On voit qu'il y a un problème à partir de ce moment-là. Et ce qu'on entend dans les discours, c'est que finalement, ça échappe à tout le monde. On renvoie la responsabilité à la ville, et on a bien raison de le faire quelque part. C'est de dire, mais moi, quand je suis chez moi, et que j'entends des cris dans la rue, quand j'entends du bruit dans le bar, qui je suis pour sortir de chez moi et aller demander aux gens de se taire? Tout d'un coup, cette peur, c'est de passer sa porte et de faire police. Parce que c'est ça, hein, c'est faire police, c'est la police de la cité, c'est faire médiation. Et inversement, moi, j'entends des bistrotiers me dire, moi, j'ai pas les moyens de payer un videur ou quelqu'un à l'entrée, mais quand il y a une agression face à mon bar, qu'est-ce que je peux faire? Alors, tout le monde a la police municipale en tête. La police municipale, elle s'arrête à 22 heures. Après, c'est le rôle de la police nationale. Hein. Je ne sais pas si vous voyez un peu la situation de la police nationale, c'est pas simple. Ils ont une voiture pour trois brigades. On n'a plus d'îlotiers nationaux, j'entends. Nous, on met des îlotiers au niveau des municipalités, mais il n'y a plus d'îlotiers, déjà dans les quartiers. On a, nous, des médiateurs santé. Alors, en face, on a quelques médiateurs sur l'espace public. Et puis, mais il y a ce sentiment de dérélection, j'utilise ce terme très religieux, très fort, d'abandon, tout d'un coup, et de solitude, et d'isolement. Et forcément, ça se transforme en colère, et ça se transforme en malentendu, et forcément, nous, on se repositionne, on se questionne sur notre positionnement. Et c'est pour ça qu'on prend un premier engagement sur le Conseil de la nuit, c'est que le Conseil de la nuit soit un espace toujours ouvert et extensible. Parce que si d'un côté, il y a les habitants du centre-ville et les commerçants de nuit, il va falloir qu'on l'ouvre plus grand que ça. Donc moi, je prends mon bâton de pèlerin et je vais rencontrer plein de gens qui se demandent pourquoi je vais les rencontrer. Notamment, c'est le cas de la Société d'astronomie nantaise, qui a été très étonnée que je les interpelle sur le sujet de la nuit. Monsieur Verling, qui est le président, quelqu'un d'adorable, qui me dit « Mais la nuit, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai aucun... Je sors pas la nuit, quoi. » Par contre, on commence à discuter, et là... Ah oui, si. Les nocturnes de la Société d'astronomie au Grand Blotreau, qui font venir plus de 150 personnes systématiquement, posent la question de l'éclairage. Donc au Grand Blotreau, ça va encore, il y a un confort pour regarder les étoiles. Lui, il me dit, en centre-ville, on a fait des expériences, on n'a jamais réussi à les mener jusqu'au bout. On amène un troisième acteur qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas, qui sont les discussions entre habitants du centre-ville et quartiers, et ça marche. Je veux dire que tout d'un coup, le sujet s'ouvre. Tiens, on fait appel à des préventionnistes. Préventionnistes, infirmières, pompiers, des gens qui s'occupent de sécuriser la nuit. Ils arrivent, ils apportent aussi leurs éléments. Mais chacun n'est pas cloisonné, puisque finalement, tout ça communique. La nuit, c'est pas un monde à part. Et donc, on se dit, ces gens-là, on ne va pas les enfermer autour de la table. On arrive à peu près à 80 personnes, je crois, Michel. À un moment donné, on va les sortir dans la rue. Alors on crée un diagnostic commun, on a un grand temps à l'école d'architecture, on se décide collectivement sur 2 grands sujets sur lesquels on va travailler. Et on va explorer les nuits nantaises sur ces sujets-là. Ça a été les transports, et ça a été les mobilités, même au sens plus large du terme, et ça a été la sécurité, la médiation sur certains quartiers. Et au final, je vais accélérer, il y a eu des propositions de citoyens, et ça a donné lieu à des mandats citoyens. C'est-à-dire que ça, vous avez dû recevoir mon collègue Passé Masset,
qui est adjoint au dialogue citoyen. Et c'est-à-dire que le dialogue citoyen, c'est pas simplement on écoute les habitants, puis on note dans un coin, puis on décide d'être élu. On écoute les préconisations des habitants, et puis ensuite, on voit avec les services de la ville de Nantes, et on voit avec les autres élus, puisqu'on décide... Moi, j'ai un comité de pilotage, j'ai 7 élus autour de la table, quand ils sont tous présents. Quand vous êtes entre la tranquillité publique, la santé, les solidarités, la vie associative, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la jeunesse, la culture. Eh bien, il faut mettre déjà tous ces adjoints d'accord. Quand vous négociez, par exemple, ce qui a été fait avec les arrêtés municipaux concernant les heures de fermeture de bar, mais la réglementation des terrasses, etc., etc. Vous dites les habitants trouvent que il y a beau avoir une commission débit de boissons, une police de contrôle, il y a des bars qui passent entre les mailles du filet. Alors c'est simple, hein, quand vous avez une brigade de contrôle nocturne qui fait des contrôles volumétriques sur l'espace public et qui vérifie les terrasses, c'est une brigade qui s'affirme en tant que telle. À Paris, vous avez des pierrots de la nuit, c'est des clowns qui se baladent sur l'espace public et on appelle ça des shooters. C'est-à-dire qu'en gros, c'est... à un moment, les habitants entendent plus chute que... Non, je plaisante, mais c'est comme c'est chut, chut, chut. C'est pas une solution, j'ai l'impression pour l'instant, qui fait beaucoup ses preuves. En tout cas, nous, on est plutôt content d'assumer le fait que c'est des agents assermentés. Mais une fois, alors en gros, vous êtes un café, vous êtes pris en flagrant délit, on veut dire, de haut débit volumétrique. Il y a médiation. On va pas tout de suite vous dresser un PV. Ah pardon, excusez-moi, je baisse le son. Ça permet de faire médiation. En gros, je ne vais pas paraphraser un sketch des inconnus, mais il y a comme le bon chasseur, le mauvais chasseur. Mais le bon cafetier, en général, quand il s'est installé dans son lieu, il est allé voir ses voisins, il a fait connaissance avec son entourage, et il fait effort de médiation continue. Le mauvais cafetier, pour caricaturer, et même si j'ai quelques exemples en tête, c'est celui qui arrive, couvre le café, qui dit « Ah, je vais faire du punk rock à Saint-Miel !» Et puis hop, c'est parti, c'est la fête, et puis c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a des habitants au-dessus. Donc l'argument festif ou de la plus-value culturelle ne suffit pas. Non, c'est aussi... mais c'est des histoires de voisinage, hein, tout bêtement. Surtout que les jeunes là, que je vous ai montré en train de faire des fêtes sur l'espace public, maintenant ils font des fêtes d'appartements. Puis à des rythmes de fou. Les marathons d'appartements, c'est... on va passer 20 minutes dans chaque appartement. J'ai appris qu'à Paris, Airbnb, c'était aussi la fête, parce que Airbnb, c'est super. Ça vous permet de faire de la location temporaire, d'aller faire des grosses... Alors, excuse-moi du terme, mais des grosses chouilles à Paris. Et puis, vous faites la chouille un soir, et puis le lendemain, c'est plus chez vous. Hein. Pas grave. Donc, aujourd'hui, c'est pas essentiellement les cafés contre les habitants. C'est aujourd'hui un problème qui dépasse ces espaces-là. Donc, on travaille sur ces sujets. Ça a pris, vous savez, diagnostic, ça a pris près d'un an. Ça a pris près d'un an. Et ensuite, on s'est mis sur ces deux ateliers-là, Michel, je ne me trompe pas. Et puis, décembre de l'année dernière, le maire, Madame Johanna Roland, annonce face aux habitants, et on va y arriver, un plan d'action général sur la nuit en réponse aux habitants, avec en plus des propositions qui venaient de chez nous. Parce que le dialogue citoyen, ça n'empêche pas une forme de complémentarité, parce que pendant ce temps-là, les services de la ville de Nantes, les agents qui y travaillent, apprennent à travailler en transversal sur ce sujet. Et c'est pas simple. Je vais revenir sur un sujet, qui est le sujet notamment des solidarités la nuit, mais le sujet notamment des SDF, on pourrait parler très longuement de la forme sur laquelle ont été construits les bancs sous les aubettes de bus. Moi j'ai entendu, voilà, c'est une vraie question. Quand vous essayez de vous asseoir sur un banc sous une aubette de bus, vous n'avez pas l'impression de glisser un peu? Peut-être qu'on a construit de manière un peu ovale pour éviter que les gens dorment la nuit. Pourquoi on a fermé les toilettes la nuit? Pour éviter que les gens squattent les toilettes. Et sûrement pour des bonnes raisons. Mais aujourd'hui, on nous demande de les réouvrir. Donc vous allez voir, il y a plein de paradoxes en fait dans ces histoires. Ça va, vous tenez le coup? Je vous fatigue pas trop? Alors, je vous montre le plan d'action. Plan d'action, c'est déjà, vous avez peut-être remarqué, mais il y a plein de nocturnes de partout à Nantes. Le Jardin des Plantes propose depuis quelques années déjà, alors c'était avant le Conseil de la nuit, des nuits féeriques. C'est-à-dire que le soir, il ouvre ses portes, et puis il éclaire très peu le parc. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, il éclaire très peu le parc,
C'est un moyen de l'aide, moyen alors pareil, on s'attendait à ce que ça déborde de partout, que les gens sortent les canettes. Ben non, si vous y allez, au contraire, plus il fait nuit, plus c'est familial, et plus il y a une ambiance feutrée. Voilà, je vous conseille, surtout les soirs où vous avez notamment les chanteurs baroques. Voilà, comment s'appelle cette association déjà? Ouais, les Arsènes, ouais. Voilà, moi j'ai vécu des soirées assez formidables. Alors par contre, depuis 2014, c'est le château qui a décidé de lancer des nocturnes. Alors c'est même arrivé un peu après 2014, ça a commencé l'année dernière, autour du nouveau musée. Il y a eu des nocturnes de danse. Nocturnes de danse en partenariat avec le théâtre universitaire. Grand succès. Un visiteur sur deux n'était jamais venu au musée du château. Et vu l'âge moyen des gens dans la salle, on était autour de 18-19 ans. Au musée du château. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En général, c'est plutôt des familles et plutôt des personnes, des seniors. Mais c'est plutôt un lieu familial. Et là, beaucoup de jeunes. Pareil, libre circulation, grand respect des œuvres. Personne ne touchait dans tous les sens. Il n'y a pas de déviance. La nuit européenne des musées, alors j'en parle pas, ça c'est un événement historique. Je ne sais pas combien d'années ça, mais pareil, je l'inclus. Et puis, la nuit de la lecture. C'est un événement national, mais les médiathèques nantaises ont pris un bon relais. Vous avez vu notamment la lecture de contes érotiques à la médiathèque centrale. Alors ça peut faire sourire, mais il y a un public pour les contes érotiques. Et en même temps, vous aviez la nuit des doudous. Vous aviez les parents qui pouvaient venir avec leurs enfants pour les lectures avant l'endormissement. Notre décision aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a des nocturnes qui naissent de partout. Le musée des Arts a une politique en matière de nocturnes qui va être assez offensive, hein, il y en aura une par mois. Sans compter, on a un projet avec le Muséum d'histoire naturelle pour permettre à des gens de dormir dans le musée. Ça, c'est un peu un rêve de gosse, hein, de dormir dans un musée. Donc l'idée, c'est un peu nous, de notre côté maintenant, participer au lissage et à la communication autour de cette programmation. Alors, la rentrée, si vous prenez les transports en commun, vous avez peut-être vu deux affiches. Il y a l'affiche Je rentre tard. Et il y a une affiche, je crois que c'est... je ne sais plus comment c'est l'autre. En tout cas, deux décisions qui émanent directement du Conseil de la nuit, qui ont été conséquentes en matière financière. La question de la stagnation en bas des cafés, notamment. On voit bien que l'accès démocratique à la vie nocturne nantaise passe par les transports. Et de toute façon, l'accès à la ville, hein, tout bonnement. Les chronobus, par exemple, ont des horaires tardifs et ont permis une fluidification du trafic. Donc les gens ont reconnu, d'ailleurs, que ce soit les riverains, que ce soit les artistes ou les membres des associations culturelles, etc., les cafetiers qui font partie du Conseil de la nuit, ont pérégriné ensemble dans la ville et ont remarqué par contre plusieurs soucis, notamment le président des rues de Gralin qui nous dit un jour, mais attendez, là, il y a des trams, vous parlez de transition énergétique à tout va, la ville de Nantes, puis là, moi, je vois des trams rouler à vide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah bah si, c'est simple, c'est des trams, ils rentrent à l'entrepôt. Nous, à la ville de Nantes, on a réponse à tout. Hein. C'était formidable. À un moment, la réponse, c'est de dire, mais oui, mais pourquoi ils roulent à vide ? Et ben, tout d'un coup, c'est se dire, mais pourquoi on ne les remplirait pas de voyageurs ? Alors, ça concerne que 2 lignes pour l'instant. Parce que, vous savez, la ligne 2, la ligne 3 et la ligne 1, c'est pas les mêmes entrepôts. Ligne 2, ligne 3, du nord au sud, il y avait un vrai besoin. Notamment les étudiants. Le soir de rentrée, il y avait un problème de transport. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le tram, la ligne 2, un jeudi soir entre les facultés et le centre-ville, entre ceux qui gueulent le plus à l'arrière ou à l'avant, et le tram qui s'immobilise, tous les arrêts, et la police qui est obligée de faire une forte présence parce que ça commence à Bourgonnières, voire ça commence à Leclerc-Vaugrandval, parce qu'à Leclerc-Vaugrandval, l'intérêt c'est que vous pouvez acheter 3 bouteilles de Malibu pour le prix d'une. Ça commence ça commence là-haut. Hein. Ils ne commencent pas à s'enivrer en centre-ville, hein, les jeunes, ils sont mobiles, ils sont très mobiles. Donc, il faut fluidifier ça. Ben, la bonne nouvelle, c'est, paf, maintenant, tous les soirs, vous avez 3 trams en plus, ce qui fait que vous avez un tram tous les quarts d'heure au lieu de toutes les demi-heures, jusqu'à minuit et demi. C'est ce qu'on appelait les trams jokers. Ligne 2, ligne 3, alors Latane nous a fait une super surprise au dernier Conseil de la nuit, ils étudient sur la ligne 1. Voilà. Et puis, grosse décision là, qui a impliqué un gros financement, c'est la question du vendredi soir. Dès la rentrée, là, maintenant, vous pourrez rentrer chez vous ou aller au travail jusqu'à 2h30 sur l'ensemble des transports métropolitains. Ça a été très compliqué en tant qu'élu, jeune élu. Vous arrivez, vous êtes jeune élu à la ville, c'est pas une délégation métropolitaine, c'est le cas des transports.
Vous vous retrouvez en tant que jeune élu face au maire de Saint-Herblain, qui est également délégué au transport. Et vous êtes là, ouais, bonjour, on pourrait faire du transport, non pas 24 heures sur 24, mais le vendredi soir, ça serait sympa que les gens puissent... Non, d'accord. Ben non, parce qu'on n'a pas l'argent. Et finalement, la TAN de dire, bah si, pas pourquoi pas, parce que finalement, ce que les usagers du conseil de la nuit ont dit, ça rejoint nous nos statistiques en termes de demande et de besoins. Donc ça, c'est du dialogue intelligent. Tout d'un coup, on croise les faisceaux. Et donc, à partir de la rentrée, le vendredi soir, vous aurez plus de transport. Et puis, dernière bonne nouvelle, c'était de dire, bon, il y a une ligne nocturne. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une ligne nocturne à Nantes? Vous savez comment elle s'appelle? Luciole. En fait, les gens nous disent, le problème de Luciole, c'est que vous avez fait une campagne marketing et de communication en noir, sauf que la nuit, noir sur noir, on voit rien. Et puis quand on regarde le trajet, excusez-nous, mais faire 3 fois le tour de la ville pour rentrer chez nous, en plus avec on ne comprend pas pourquoi c'était le soir et pas tel soir, faudrait tout refaire en fait. Eh ben chiche, on va tout refaire. Alors on va redessiner la ligne et ça avec les habitants. Et ça va être un des travaux du Conseil de la nuit. Donc là, on va être carrément dans l'application. Voilà. Et sinon, sur les transports, les habitants, en tout cas les usagers, ont notifié que le Biclou, c'est quand même vachement bien. Parce que le Biclou, c'est un service 24 heures sur 24. Même si on retrouve régulièrement des vélos dans l'eau, c'est quand même un service, une plus-value. L'atelier genre espace public, alors voilà, quand je vous dis qu'on dessine et qu'on voit tous les sujets, la ville de Bordeaux, il y a quelques années, a mené un diagnostic de genré sur la ville. Avec ma collègue Aïcha Bassal, on conduit là un atelier qui va rejoindre le Conseil de la nuit et le Conseil de l'égalité homme-femme sur genre espace public pour la fin de l'année, avec une démarche aussi exploratoire. Et là, c'est mettre le doigt là aussi où ça peut faire mal sur l'espace public est-il plus réservé aux hommes qu'aux femmes? Et c'est pas une question essentiellement nocturne. Mais ce qui est intéressant depuis ce que je vous dis depuis le début, c'est que la nuit, il faut aussi la prendre comme une radiographie du jour. Vous voyez, c'est un peu une vision... sauf que si une femme peut se sentir en vulnérabilité sur l'espace public la journée, peut-être que la nuit, c'est encore pire. C'est peut-être ça, en fait. On pousse les curseurs. Donc, ça, c'est dans quelques temps, là, dans quelques semaines. Je crois qu'il y a déjà d'ailleurs des réunions qui ont eu lieu. Les stations nocturnes, alors on a expérimenté cet été. C'est comme on imagine des lieux de, justement, 2 heures fermeture des bars. Vous savez, il y a un lieu de ralliement très connu. Je plains les gens qui habitent à Bouffay, c'est rue de la Juverie et rue, je crois, des Petites Écuries, si je ne me trompe pas, le croisement. Alors là, c'est... Quand on habite Bouffay, là, c'est rue de l'Emery à côté, alors la nuit, là, c'est terrible. Bon, voilà, on en a parlé souvent avec M. Pavageau. Voilà, alors là, c'est terrible. Les stations nocturnes, s'imaginent des lieux décentrés où ce sont des lieux de décompression qui permettent, non pas de finir une bonne bouteille, de reboire une bouteille, plutôt de boire de l'eau. À terme, pourquoi pas de recharger son portable, parce que le portable aujourd'hui est devenu un peu une espèce de bouée de survie parfois dans la nuit. Des espaces où vous voyez là, c'était une expérimentation Square d'Avier cet été, vous avez du sport, parce qu'on a un plan croisé avec les pratiques libres sportives qui ont de plus en plus de succès. Si vous voyez autour de vous, ça court. Beaucoup de gens courent la nuit, beaucoup de gens font du sport la nuit, font ce qu'on appelle là, pas du roller, mais... espèce de skate là qui va tout. Excusez-moi, je sais plus le nom. Je suis plus tout à fait. C'est oui, voilà. Comment vous dites? Oui, c'est ça. Bon, et vous avez de plus. Comme on a les rollers aussi, vous avez des rollers. Les stations nocturnes vont être des expérimentations comme ça on va un peu décentrer la fête. Là, c'est au Square d'Avier. Alors, Square d'Avier, c'est un lieu qui va disparaître dans quelques années, mais qui était un lieu intéressant aussi parce que c'est un lieu un peu déserté le soir. Et on l'a rééclairé. Vous aviez un food truck qui proposait une alternative au kebab. On était sur des burgers plutôt court-circuit, comme on dit aujourd'hui. Et on va l'expérimenter sur l'île de Nantes. On va expérimenter ça aussi. On attend de voir ce que ça donne, les aménagements du côté du Pont Saint-Miel sur Maquis-Safré. Et aussi, pourquoi pas demain sur Nantes-Nord, parce qu'il y a aussi l'ensemble de nos quartiers qui sont concernés. Et notamment quand je parlais de l'ouverture des nocturnes, on a une expérimentation d'ouverture de la médiathèque Lisa Bressner qui a été un fort succès avec des familles. Et les médiathécaires nous disaient, il y a des parents qu'on ne voit jamais. C'était pas la nuit à 3 h du matin. C'était en soirée, mais pour les jeunes, vous imaginez, pour des 14-15 ans, c'était la fête, quoi. Il était déjà 20h30, 21h. Et la médiathèque, tout d'un coup, on n'empruntait pas nos livres, ça devenait un lieu d'autre chose.
C'est ça aussi, quand vous ouvrez les lieux pour un autre usage. Vous ouvrez une piscine, mais pour pourquoi pas une projection de ciné. C'est ça qu'attendent beaucoup les Nantais aujourd'hui aussi. C'est pas forcément qu'on crée des nouveaux bâtiments dans tous les sens, c'est qu'on mutualise davantage. Et ça, j'y reviens. Ça, je peux aussi rapidement vous parler d'un appel à projet autour de friches aujourd'hui qu'on a mis en place, friches institutionnelles. Il y a 15 lieux. Moi, je milite en interne pour que ces lieux, on les réfléchisse pas uniquement pour des usages diurnes, aussi pour des usages nocturnes. Vous avez pas mal de lieux alternatifs, que j'entends de culture alternative qui se montent aujourd'hui en métropole parce qu'il y a des ZAC où finalement tout le monde s'y retrouve. Les entreprises, ça permet le soir qu'il y ait de l'occupation, que ça économise en termes de gardiennage. Et puis les associations, ça leur permet d'avoir accès à des bâtiments à peu cher, à coût peu onéreux. Alors ça, c'est l'annonce. Alors on fait toutes les annonces ce soir-là, là, le soir du Conseil de décembre. Et alors le lendemain, ouragan de news dans tous les sens. Alors j'ai fait exprès de mettre Femme Actuelle parce que ça allait très loin. J'ai même eu Télé Loisirs au téléphone. Vous mariez la nuit les gens à Nantes. Alors nous, c'était pas une priorité dans le plan d'action. C'était tout en bas. C'est une idée qu'on avait eue. Ça se fait en Belgique. C'est à Liège que ça se fait, une fois par an. Et moi, j'ai proposé le truc au service. Ça n'a pas été simple parce qu'il a fallu négocier avec les services. Mais alors là, ça a pris une dimension assez folle. Et bien ça, j'en suis parvenu de l'espèce d'engouement que ça a donné. Je vous jure que ça fait vraiment, en termes de presse, ça a été assez fou, de retour presse. La bonne nouvelle, c'est que pour moi, c'était un peu un cheval de Troie, en fait. Quand on me parlait de mariage de nuit, je parlais du reste. Et en général, ça parle plus tôt. Voilà, dans le mariage de nuit, c'est 3 fois par an. Et le prochain mariage que je fête, c'est vendredi prochain. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens, le profil des personnes qui viennent, c'est pas des profils de jeunes plus que d'autres. C'est des gens qui viennent parce que finalement, ils profitent de l'agilité du service public pour dire, bah moi, ça me permet de faire un mariage en petit comité, puis derrière, je vais au restaurant. Voilà. Ou alors, moi, je travaille toute la semaine. C'est le cas d'un monsieur qui travaille dans je crois qu'il travaille dans un funérarium, non pas funérarium, dans une pompe funèbre. Et le monsieur, il est pris 6 jours sur 7, tout d'un coup, voilà, il s'est marié. Et en plus, avec l'aspect un peu magique, alors on l'a moins vu au printemps, parce que justement, la nuit au printemps, il faisait jour, à 20h30. Là, on va plus le vivre. Voilà, ça, c'est en expérimentation. On verra à la fin de l'année si c'est reconduit. Les bars citoyens, ça, c'est une expérimentation qui est menée avec le collectif Barbar pour que les bars affirment le fait que, au-delà d'un débit de boisson, ils sont aussi parfois des lieux, des phares un peu dans la nuit et des lieux de relais. Et c'est leur confirmer, comme je vous disais tout à l'heure, qu'ils peuvent, oui, à un moment contribuer à répondre à des gens qui sont dans des situations difficiles. Nouvel arrêté municipal qui a été sur les débits de boissons, qui a été notamment renégocié avec les habitants et aussi avec des associations qui œuvrent la nuit. Les Lumières de la Ville. Alors je sais que vous avez reçu ici Dany Joly, qui travaille dans le métropole, qui moi a été un des premiers relais aussi que j'ai vu, et qui a été un fort rapport, qui est dans des réseaux très structurés en France et en Europe. Lumières de la Ville, on a fait des déambulations en centre-ville, et ça s'est inscrit dans le cahier des charges du grand débat sur la transition énergétique. Et on a également réfléchi au hangar à bananes à un nouveau cheminement lumière. Bon, ça, c'est une des questions les plus dures. Le hangar à bananes, je ne vais pas me cacher, entre la passerelle Schulcher, donc le palais de justice, et le hangar, nous, c'est des questions, c'est en termes de solitude, en termes d'itinéraire. C'est encore une fois comment on a pensé un quartier de la nuit sans en penser le lien avec le reste de la ville. Je le dis clairement. Il est complètement. On a une espèce d'appendice là. Alors ça s'arrange, mais aujourd'hui, ça nous pose question. Diagnostic public vulnérable, alors c'est en interne avec le CCAS, etc. C'est on travaille, la nuit, c'est pas que les gens qui participent, qui sont à la lumière, c'est les gens qui sont dans l'ombre, et ils sont de plus en plus nombreux. Moi, à la rentrée, on me parle pas que des SDF ou des prostituées, on me parle des migrants. On me parle... Donc c'est un espace d'exclusion la nuit toujours. Et quand vous n'avez pas de lit, vous n'avez pas de lit et vous ne pouvez pas tromper le monde. Je vais prendre un exemple. Quand vous voyez quelqu'un parler tout seul à une station de tram la semaine, vous vous dites, il a une oreillette. Si vous voyez la même personne toute seule, place Bouffay, un dimanche, vous dites qu'il serait peut-être mieux à Saint-Jacques. Moi, je suis très caricatural, mais le dimanche et la nuit sont des espaces aussi où les exclus sont davantage vus. Alors dans un espace aussi de cachet, parce que vous avez des fois la capuche, etc. Mais voilà. Et la prostitution, on est interpellé. Moi, je suis interpellé quotidiennement sur la question de la prostitution. Alors, il y a l'entrée
qui ne relève pas de notre compétence, qui est l'entrée légale, législative. Sachant que la prostitution, c'est aussi du 24 heures sur 24, hein, parce qu'il y a les prostituées qu'on voit sur l'espace public, mais il y a aussi la prostitution aujourd'hui sur Internet, etc., hein, qui est cachée dans les hôtels, etc. Donc là, c'est un sujet sur lequel on se penche aussi en ce moment. Et puis après, à ouvrir, moi j'ai été interpellé encore par un patron de café de la place de commerce. Vous voyez, place commerce, hier, c'était le lieu, le haut lieu de la culture. Place commerce cet été, c'était quand même pas, c'était pas quand même formidable. Le nettoiement la nuit. Alors on nous dit, bah ouais, les poubelles sont pleines le matin. Bah oui, parce que les poubelles, elles ont été étudiées pour des usages diurnes. Et des fois, les gens, ils mettent à côté des poubelles, mais ça s'entasse, ça s'entasse. Donc l'idée, c'est qu'on aménage de plus en plus, notamment pendant les beaux jours, il y a des poubelles qu'on appelle des jumbo, etc., des poubelles plus grandes. Et puis, en termes, le maire l'a annoncé dans la presse l'autre jour, qu'on rajoute du nettoiement le soir, puisque c'est le problème, c'est que c'est le nettoiement de tout ce qui a été accumulé le jour. Donc quand vous êtes le lendemain matin, vous avez les dernières 24 heures, en fait, qui sont accumulées. Donc voilà. Toilettes publiques la nuit, on rouvre les toilettes Deco 24 heures sur 24. Elles sont accessibles. Et on en rajoute deux. Ça a été à la demande des habitants, notamment sur les ateliers qu'on a fait rue Joffre. Donc ça sera du côté de Saint-André, du cours Saint-André, et un autre à côté de la place de la Bourse. Et puis vous avez peut-être vu dans la presse, on a mis en place, expérimenté une invention nantaise que sont les uritrottoirs, qui sont des espaces de compostage urinaux. C'est-à-dire, en gros, on a fait un travail avec un média nantais qui s'appelle Big City Life, et avec les habitants, il y a eu un questionnaire en ligne pour repérer les rues à pipi les plus odorantes de la ville de Nantes. Et dans ces rues-là, 3 rues, on a placé un uritrottoir. Donc c'est un espace végétalisé où vous pouvez uriner debout. Eh ben, je pense qu'on va en reparler pendant les ateliers genre espace public, parce que ça provoque des débats. Et je m'y attendais un peu. Mais quand on va parler de domination masculine sur l'espace public, j'entends déjà, et je débat avec plaisir, sur le fait, la ville, vous contribuez au fait que les hommes ont encore la domination de l'espace public. Alors c'est un vrai débat, même si je pense qu'il y a des arguments physiologiques dans l'affaire, mais ce qui prouve que c'est des expérimentations qui sont à chaque fois non définitives. Ça, je le dis clairement. C'est-à-dire qu'on est là pour essayer, pour tenter. Et s'il y a des choses qui marchent, on les multipliera. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Je rappelle que ces politiques publiques n'a que 3 ans. Et qu'il y a 3 ans encore, j'étais bien seul dans mon bureau en mairie, qu'aujourd'hui, j'ai une équipe à mes côtés qui m'accompagne. Et puis enfin, justement pour contribuer au fait que tout le monde s'empare de ce sujet, on lance éminemment sous peu un appel à projet Vie Nocturne, où on va permettre à 10 porteurs de projets de porter des projets autour de la nuit avec une subvention à 5 000 € chacune. Quelques exemples très rapidement d'événements qui ont eu lieu, qui ont été incités par ces politiques publiques. La Nuit Noire, qui était une nuit de la peur, qui a été montée par l'association Arkham-sur-Loire, qui avait fait les contes de l'Estuaire il y a quelques années. Le pari, 2 éditions, c'est de faire une nuit qui fait 100% peur. Alors ça a eu plus ou moins de succès. En tout cas, ce qui a marché dans ces nuits-là, c'est qu'on voit bien l'engouement qu'ont les gens pour le fait, en ces temps un peu anxiogènes, de menaces terroristes, etc., de se faire peur collectivement, un peu comme le train fantôme. À Londres, vous pouvez aller dans le quartier de Jacques l'Éventreur, Whitechapel, le soir, et puis un comédien vous fait visiter le quartier en vous faisant frissonner intelligemment. Mais Nantes, pour moi, il y a ce potentiel-là. La ville de Breton, la ville de Jules Verne, la ville des Utopiales, et donc Arkham-sur-Loire veut nous proposer des visites de nuit, soirées comptées, un peu à la manière de Ghost Tour à l'anglaise. La Société d'astronomie de Nantes, je vous en ai parlé. On organise avec eux un événement qui s'appelle les Séances Noctambules chaque rentrée au Grand Blotreau. C'est très familial, c'est un public très populaire, et c'est en partenariat avec le Planétarium. Un autre événement qu'on va financer cette année, qu'on n'avait pas financé l'année dernière, il s'était débrouillé tout seul, c'est Running vers le futur. Alors ça, c'est très original, c'est la nuit du changement d'heure. Vous avez des coureurs, c'est une association qui fait de la course sur l'espace public. Ils ont pris le pari de partir à une heure donnée, plutôt 2 heures, et de revenir 1 heure avant. Puisque c'est la nuit du changement d'heure, finalement ils remontent le temps en courant. Et en plus, ils sont inspirés du film Retour vers le futur. Alors, pour ceux qui connaissent, ils ont commencé avec une voiture du futur, là, une DeLorean qu'on retrouve dans le film. Voilà, une initiative un peu alternative. Et enfin, voilà, l'Europe, la France, Nantes, dans tout ça. Aujourd'hui,
La nuit, ouais, fait partie de plus en plus des enjeux des politiques publiques. Là, on revient d'une conférence nationale. Vous avez une... Alors, c'est pas Thomas Pesquet, celle-là. Hein. C'est pas Thomas Pesquet, mais vous avez une Sarine à Londres. Vous savez, le nouveau maire de Londres, qui est plus très nouveau maintenant, ça fait maintenant 1 an ou 2 qu'il est au Rennes. Son pari, c'était de remettre la nuit, l'attractivité londonienne, en mettant les transports 24 heures sur 24. Il y a une Sarine de Londres. C'est une mère de nuit. Alors moi, ça me pose question parce que cette mère de nuit, alors elle est adorable, hein, on l'a rencontrée. Elle est consciente des enjeux de vie nocturne, mais elle est patronne de discothèque par ailleurs. Et ben voilà, là par exemple, c'est quelque chose. C'est le cas du maire de nuit de Toulouse. Maire de nuit de Toulouse, il travaille dans la nuit. Donc il est partie prenante. Rotterdam, Amsterdam, qui a une vision très pragmatique de la nuit, plutôt intéressante. Et à part ça, c'est souvent la nuit portée par des politiques ou des élus de tranquillité publique, qui commencent à prendre en compte, je le vois à Bordeaux notamment, Bordeaux et Nantes, c'est cette espèce d'histoire un peu parallèle. Et on voit bien qu'ils sont en train de changer un peu de direction. Et Paris, où la grosse décision, c'était d'ouvrir les parcs 24 heures sur 24 en période de canicule et tous les étés, là, maintenant, systématiquement. Mais on voit bien que c'est pas simple. C'est pas simple parce que ils sont d'un arrondissement à l'autre, c'est compliqué. Donc nous, on a la chance d'avoir encore une gouvernance centrale. C'est quand même l'intérêt. Dans des plus grandes villes, ça me paraît moins simple. Ce qu'on voit aussi, c'est que la nuit, c'est révélateur aujourd'hui des enjeux touristiques dans les grandes villes. Et bon, ça, je ne vais pas vous cacher, hein, c'est le cas à Barcelone, c'est le cas à Paris. À Nantes, on n'y est pas encore. Mais on est loin de ça encore. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Ça va, j'espère ne pas vous avoir... J'aurais plein d'autres choses à vous dire. Hein. Ça tombe bien, on va sûrement poser des questions. Je crois qu'on peut applaudir Monsieur Mauduit parce que il nous a fait une présentation tout à fait originale et intéressante qui nous change des présentations habituelles. Voilà, donc le jeu des questions-réponses, j'espère, les réponses aussi, est ouvert. Est-ce que... Oui, Monique ? J'en profite, je suis pas loin du micro. Merci beaucoup parce que c'est passionnant. Effectivement, c'est passionnant parce que tout ce que vous avez dit, c'est révélateur effectivement de tas de questions de société bien au-delà de la nuit, quoi. Alors, je suis un peu gênée parce que j'ai une question à poser et vous avez tellement évoqué de choses que je comprends que le problème est énorme et j'ai envie de le décaler. Moi, j'habite un quartier de Nantes, quartier de Bellevue. Là, vous avez beaucoup parlé de problématiques de fêtes, etc. Du coup, comment aujourd'hui vous abordez cette question des quartiers pour lesquels la nuit est un peu autre chose, quoi, hein. Le quartier, il est tranquille, hein. Je ne veux pas jouer les histoires. À Bellevue, on est bien, hein. On y vit bien, n'est-ce pas? Mais quand même, c'est pas la même chose le soir à partir de quand il fait nuit, quoi, hein, voilà, 22h, 23h. Alors il y a des notions de bruit, il y a des notions de trafic d'hiver, il y a des notions d'absence d'adultes. Et il y a eu un article récemment là d'un travailleur social, je crois à l'origine, hein, dans Le Monde, là, qui est en train d'initier un bus nomade à Bondy. Yazid Karfi, non? C'est ça, ouais. Yazid Karfi, effectivement. Donc, juste, voilà, comment à Nantes, cette question, vous avez fait tellement de choses déjà que j'ose pas la poser en ce sens-là, mais je pense qu'il y a aussi cette question-là qui est autre que les questions de la fête, quoi. Alors, la question de la fête revient. Je rappelle, il y a eu justement, quand vous voyez la course, etc., on est en train d'ouvrir le spectre. Mais sur la question des quartiers, là où j'ai mis le doigt dessus tout à l'heure, c'est quand je parlais de cette mère de famille en situation monoparentale. Mais on est complètement dedans. C'est-à-dire, est-ce que demain, Nantes, c'est pas une ville d'arrondissement. C'est une ville de quartier, mais avec une logique de centre-ville. Quand un événement nocturne est organisé dans un quartier, je peux vous dire que les chargés de quartier chez nous, il faut les préparer à l'avance. Parce que les gens veulent dormir. Essentiellement, plus de 95% de la population dort. Nantes Métropole, c'est un actif sur 5 qui travaille la nuit, de manière temporaire ou pas. Donc c'est aussi des gens qui habitent dans les quartiers. Par exemple, si vous prenez le rond-point de Rennes, la boulangerie, je crois que c'est Saint-Honoré, rond-point de Rennes, elle est ouverte, elle ouvre à 4h, 4h du matin. Oui.
Ouais, elle ouvre à 4 heures du matin. Donc il y a des besoins en dehors du centre-ville. Donc si on parle de tout, de tous les besoins. Aujourd'hui, quand on relate quand même dans certains quartiers, alors il y a Bellevue, je pense à Nantes-Nord, parce que j'y ai travaillé longtemps et que j'ai beaucoup d'écho en ce moment, ce qui se passe aux chaînes anglais, je pense que se prolonge quand même, les incivilités du jour se prolongent la nuit. Riding en moto, occupation masculine, trafic de drogue. Trafic de drogue, c'est jour et nuit. Parce que la nuit, c'est le drive. Hein. C'est un peu comme le McDrive. Vous pouvez vous arrêter en voiture, et puis les populations cachètent. Par contre, ça habite rarement les quartiers. Et cette question-là, quand on réfléchit à l'ouverture des médiathèques, alors la médiathèque, si c'est pour ouvrir la médiathèque pour emprunter des livres, on va se planter. Par contre, il y a des lieux, il y a les maisons de quartier. Il y a quelle alternative on propose sur ces territoires-là. Et on en revient un peu au débat sur la culture à Nantes. C'est quels sont les lieux culturels à Nantes. Ils ne sont pas essentiellement centre-ville. On a décentralisé la culture. On a des événements de quartier qui marchent très très bien, qui sont les cultures vagabondes. Mais le soir, moi je ne connais pas de café culture. Les cafés culture ou les cafés concerts les plus éloignés, ça va être la Seine-Michelet. La Seine-Michelet, c'est Saint-Félix. En théâtre, qu'est-ce qu'on connaît en théâtre en dehors de... le Grand T peut-être, au point de Paris. Et après, vous vous retrouvez en métropole, à Orvaux, etc. Donc il n'y a pas de lieu. Il n'y a que des lieux diurnes de journée. Vous avez des médiathèques, vous avez des maisons de quartier. Le soir, les maisons de quartier vivent. Hein. Si je vais à la Bottière, le soir, je peux faire des cours de danse. Si je vais aux Marceauderies, c'est pareil, etc., etc. Après, il y a la question de l'espace public. Alors, Yazid Karfi a déjà travaillé avec Nantes sur cette question. Il s'installe au pied des immeubles, il a fait à Bellevue. Et c'était notamment autour beaucoup de la médiation avec la police. Mais là, on est sur des solutions où la nuit devient un terreau très intelligent de dialogue, parce que la nuit, c'est bien quand on dialogue, on est souvent un peu plus posé. Mais pour moi, ça ne s'adresse pas au grand public. Donc il faudrait trouver une solution mixte, en fait. Et c'est là-dessus qu'on travaille. On va voir sur Nantes-Nord, mais le sujet est réel. Ah non, ça fait partie, moi, des priorités, parce que ça serait trop facile qu'on se cantonne au centre-ville. Mais les usagers du centre-ville le soir ne sont pas que des habitants du centre-ville. Et il y a une concentration. Mais on voit bien que sur l'île de Nantes, la densification urbaine fait que demain, près du Stérolux, quand je disais c'est formidable, on a trouvé une boîte là qui permet d'isoler le son, je sais qu'en discutant avec les gens du Stérolux, ils s'inquiètent beaucoup demain des futurs locataires, propriétaires des immeubles qui sont juste à côté. À Malakoff, on va mettre en place un lieu qui s'appelle l'usine. Je crois que c'est l'usine. Mais c'est pas un lieu vraiment de fête nocturne, c'est un lieu de répétition théâtrale, c'est un plateau scénique, en plus qui sera vraiment dans un cube. Mais moi, je rêve d'initiatives de ce genre-là. C'est pour ça que quand je parlais des friches tout à l'heure, mais on me parle par exemple de la cocotte en verre. Beaucoup de gens rêvent de la cocotte en verre. Mais la cocotte en verre, un lieu nocturne à cocotte en verre, imaginez les habitants autour, ça va être terrible. On l'a vécu avec la route du Rhum, qui était à ce moment-là. Je ne sais pas si vous venez de la route du Rhum, qui est devenue un cabinet d'architectes. Donc des solutions, je ne réponds pas systématiquement par la fête, mais je réponds par quelque chose de positif. Et c'est vrai que pour l'instant, on me demande de la médiation. Donc on va voir ce qu'on peut faire, mais les stations nocturnes dont je parlais peuvent être une idée. Ah ça, c'était formidable. Alors là, un partenariat en plus avec les médiateurs, avec l'ensemble des professionnels. Oui, merci pour cet exposé autour de la nuit. Notre axe central, c'est le temps. Et le temps, à ce propos, on a rencontré des personnes qui s'occupaient de l'enfance, de l'éducation, de la poste. On a eu ce sujet. Il y a eu les transports, la Sémitane. Et ça vient bien compléter notre sujet. Merci. Alors, qui veut poser une question? Juste pour rebondir sur ce que vous dites, moi je pense que quand on parle de synchronisation des pratiques, etc., les débats sur le dimanche, c'est de dire notre bien commun, c'est la ville, c'est le territoire, c'est l'État, mais c'est aussi le temps. Il faut qu'on ait des temps partagés. Et plus on sera synchronisé, regardez, on a des fortes propositions culturelles à Nantes, mais des fois vous êtes là, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Mais il y a tellement de choses que je ne savais pas quoi faire.
ou des gens qui se plaignent qu'ils n'ont plus le temps de rien faire. En gros, à Nantes, on aurait une suroffre culturelle. Alors, je dis pas ça pour vous préparer des baisses de budget. Pas du tout, c'est pas ça. C'est de dire, on vit dans une forme de saturation, même intellectuelle. Même au lit, on voyait la photo tout à l'heure, vous êtes avec votre smartphone. Quels sont les temps de déconnexion réelle aujourd'hui? Surtout à l'ère du numérique, où le jour s'invite toujours chez vous, quoi. Quand vous êtes la nuit. Donc la réforme des rythmes, on voit bien que chaque quart d'heure, la question des quarts d'heure sur les temps d'action périscolaire, même ça fait débat. Parce que je sors de mon travail, mon fils qui est au collège va chercher son petit frère, mais moi je dois rentrer à l'heure. C'est ça les échanges que j'ai, moi, et je pense beaucoup de mes collègues élus avec les habitants aujourd'hui. C'est leurs usages de la ville et de leurs contraintes quotidiennes. Par contre, ramener ça à des enjeux globaux collectifs, c'est plus compliqué. Même à l'heure du dialogue citoyen. Parce que le dialogue citoyen, ça ne peut pas être le service après-vente de la ville de Nantes en termes de pratique. Ça doit construire de la fraternité et du commun. Excuse-moi, j'étais un peu politique, mais... Alors, pas de questions. Vous avez été... Tout a été dit. T'en as une? Vous avez évoqué les confrontations ou les frictions que vous pouvez avoir avec les élus qui sont chargés d'autres politiques publiques. Moi, je voudrais revenir sur la question de l'éclairage. Parce qu'en fait, il y a un double discours qu'on entend sur l'éclairage aujourd'hui. C'est-à-dire que si la ville vit de plus en plus la nuit, etc., il y a un besoin d'éclairage, y compris pour des questions de sécurité. Vous avez parlé des questions de genre. Et en même temps, se développe un discours dans lequel dans lequel on entend il faut tout éteindre. Et comment vous gérez cette contradiction-là? On voit même des prix décernés à des communes au moment de Noël parce que c'est bien, parce qu'ils ont éteint toutes les lumières. Où le mot lumière devient tout d'un coup associé à la pollution et l'obscurité devient une valeur. Enfin, il y a quelque chose qui est très curieux et qui vient en contradiction avec la manière dont vit la nuit. Alors déjà, il y a différents types d'éclairage. Il y a les éclairages publics sur lesquels, et on voit bien, grâce notamment à des gens comme Dany Joly, beaucoup de choses ont été faites, notamment technologiquement. On voit un peu disparaître les éclairages au sodium orange là, qui saturaient beaucoup le regard. On voit de plus en plus d'éclairages LED à hauteur d'homme. Moi, il m'a fait découvrir ça, mais le souci, c'est qu'il y a une loi qui est passée il y a quelques années et qui n'est pas appliquée. Normalement, les commerçants devraient éteindre leurs éclairages, je ne sais plus à partir de quelle heure la nuit. 1 heure? Ouais, je crois que c'est ça, mais ils ne le font pas. Donc je pense qu'il y a l'éclairage au néon, cette lumière blanche qui provient des commerces, qui est très présente. Et donc il y a déjà ces deux types d'éclairage à distinguer. Après, sur ces questions-là, il y a aussi la question de l'attractivité d'une ville, la valorisation du patrimoine. Moi, ça, c'est ce que j'ai découvert. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on le voit, c'est marrant, c'est qu'on se balade dans une autre ville, qu'on s'aperçoit qu'on retraduit sa propre ville. Et moi, c'était le cas avec Dijon. Dijon, la nuit, c'est très bien éclairé. Et la ville est vraiment sublimée. Et donc, c'est pas deux discours, en fait. Il y a 3-4 discours qui se contredisent. La tranquillité publique va être très claire. On éclaire tout. Et on éclaire tout. Mais là encore, si on reste pas sur le centre-ville, c'est vrai que vous rentrez le soir en bus, vous arrêtez avec allez, on va prendre le C2, vous arrêtez rue Paul Bellamy, vous descendez du côté des Hauts-Pavés, et vous arrivez dans une rue, vous êtes toute seule, je prends les rues un peu sombres là, et tout d'un coup tout s'éteint. Là ça devient plus compliqué. Donc là, en plus, il y a la représentation, parce que l'ambiguïté de la lumière, la nuit, c'est que quand il fait nuit, l'agresseur voit aussi mal l'agresser, que l'agressé. Quand il y a la lumière, finalement, vous êtes plus vulnérable. Ça, c'est un peu si on regarde les chiffres de la criminalité, la nuit, la criminalité n'explose pas. C'est d'autres formes. Les viols, les crimes ont lieu beaucoup la nuit, mais beaucoup à domicile aussi. Donc c'est une sorte de conditionnement psychologique, la lumière. Je vois que c'est pas simple. Je vais vous dire, moi, ma frustration personnelle, c'est que dans le cadre municipal, comme l'éclairage, c'est plutôt une compétence métropolitaine, on l'a beaucoup délégué au grand débat, et qu'on a participé, on a mis notre pierre, c'est-à-dire que les usagers du Conseil de la nuit qui sont là ont pu apporter leur pierre, mais que je pense que c'est une question... alors moi, quand on me dit que les petites communes, quand vous dites quand elles éteignent, notamment sur le littoral, il y a eu des exemples comme ça, on me dit que c'est des petites villes, donc c'est pas pareil. Par exemple, les éclairages temporels, ça existe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vous passez sous un éclairage, il s'allume, puis il s'éteint juste après.
Quand on parlait des quartiers d'habitat populaire, moi je sais d'expérience aussi que les éclairages, c'est la première forme, c'est les premières choses qu'on explose. Quand vous prenez un caillou, paf, vous cassez les éclairages, c'est comme les caméras, paf, paf. C'est le cas notamment à la Boissière. Moi je me souviens d'histoires d'éclairage qui sautaient tout le temps. Donc ça met aussi la lumière sur les choses, quoi. Je sais pas si ça répond, hein, c'est une vraie question. Non, mais c'est une vraie question. Mais il y a une lecture vraiment sans compter la Société d'astronomie. C'était drôle. Voir le président Yann Verling débattre avec Gilles Nicolas, adjoint à la tranquillité publique, ça, c'est un luxe que seul peut se taper le Conseil de la nuit, parce que là, il y avait un vrai débat. Alors, il n'y a pas de question du tout. Eh ben, c'est pas obligé. Donc, oui. Désolé, je vais occuper toute la nuit, mais dans cette question de la ville la nuit, il y a toujours une idée qui revient et qui est souvent repoussée, c'est la ville qui ne s'arrête jamais, la ville qui ne dort pas, la ville 24 heures sur 24, et c'est souvent une idée qui est repoussée en disant ah non, c'est pas bien, il faut des mais finalement, est-ce que c'est pas la solution, la ville qui tourne tout le temps? Du coup, les politiques publiques fonctionnent 24 heures sur 24. On n'est pas obligé d'avoir des politiques publiques adaptées à des moments. Est-ce que finalement, c'est pas la finalité urbaine, la ville, qui tourne tout le temps? Oui. Alors, après... je vais juste en ajouter une. Je ne sais pas si ça complète, mais au tout début, vous avez dit il y a différence entre urbain et rural. Et du coup, on n'est pas revenu sur cette question-là. Oui, on peut revenir. Ouais. Ah oui, parce qu'on parle des quartiers, mais le rural... parce que le rural... Mais de toute façon, le territoire. Quand on a eu les débats sur la France périphérique, là, vous savez, avec le bouquin de jeudi, là. Ouais, mais la nuit, je dis que c'est une radiographie, c'est encore une caricature du jour. C'est-à-dire que forcément le soir, qu'est-ce que vous faites quand vous habitez quand vous habitez au fond de la Creuse? Je vous dis, j'ai discuté, donc j'ai rencontré le président des bistrots de pays. Et il dit clairement que le bistrot, c'est le seul lieu où se retrouvent les gens. Mais en même temps, il avoue lui-même que le bistrot, les gens qui se retrouvent au bistrot sont les hommes, qui ne veulent pas rentrer chez eux le soir. Et voilà. Alors il me dit, bah oui, mais la journée, on met des machines à laver maintenant dans les bistrots, donc les femmes viennent. Non mais, je veux dire, voilà, finalement, c'est un révélateur. La journée, vous avez peut-être la supérette qui est ouverte, vous avez l'école, mais la nuit, il n'y a plus rien. Donc l'offre est moindre. Et puis, vous n'avez pas de transport. Encore moins de transport. Rentrer en Lila le soir, quand vous habitez à Frosset, en Sud-Loire, et que vous voulez aller à Nantes ou à Saint-Nazaire, bon courage. Quand vous n'avez pas le permis, vous êtes jeune. C'est intéressant, c'est le dimanche. Moi, quand je m'amuse à aller en métropole, on croise parfois des jeunes qui marchent le long de la route, qui vont d'une commune à une autre. La nuit, plus compliqué. Et vous avez cette errance métropolitaine. Et donc oui, c'est encore, les antagonismes sont encore plus forts. Et c'est pas la nuit qui provoque ça, mais c'est juste révélateur. Sur la question, la ville continue. Déjà, il faut trouver les volontaires. Qui est prêt à assumer une vie la nuit 24h/24 ? J'ai l'impression que des gens qui travaillent la nuit le feront tous pas par choix. Il y a des gens qui sont enchantés. À la Sémitane, quand vous discutez avec certains chauffeurs, ils sont contents de travailler en soirée. Ils vous disent même que l'ambiance est plus sereine, que les voyageurs sont moins stressés, qu'à 17h, et ça je veux bien croire, dans les chronobus notamment. Après, comme je disais, alors il faudrait revenir sur les études, je ne les ai pas là, mais il y a une vulnérabilité quand même supplémentaire, et puis la vie principale se passe le jour, même médiatiquement. Quand vous travaillez la nuit, quelque part, vous ne participez pas à cette histoire commune qu'on vit. Le discours du président de la République, il est rarement la nuit. Alors même les chaînes d'infos continuent, maintenant on ne sait plus quand... Oui, c'est le cas, mais il y a énormément déjà de gens qui travaillent la nuit. Les taxis, les Uber, puis les heures de fermeture parfois coïncident avec l'heure d'ouverture d'autres services. Mais quels sont les... En fait, quand on a interrogé les habitants et qu'on a fait la première phase du diagnostic, moi je m'attendais un peu à un inventaire à l'après-vert. On veut ouvrir ci, ça, voilà. Finalement non. Il y a une espèce d'autorégulation collective de dire bah non, on veut pas tout la nuit. En tout cas, à Nantes. Nantes, il y a cette espèce un peu d'ailleurs, c'est ce que disait Jwadzinski quand il est venu à Nantes, quand il écoutait les mandats citoyens, etc. Il a dit ici, vous serez sur une politique de variation, en fait, comme un variateur d'un halogène. Et ici, il n'y a pas cette demande. Après, au niveau plus grand civilisationnel, moi, par exemple, quand Emmanuel Macron décide qu'on ouvre les médiathèques tous les dimanches,
Ok, d'accord, mais pourquoi faire pareil? Est-ce que médiathèque à Nantes, médiathèque à Saint-Nazaire, c'est les mêmes conditionnements? Donc, à mon avis, il faut que ça se fasse en matière, en matière locale, ces questions-là d'ouverture, de fermeture. Mais je ne vois pas aujourd'hui quel est le manquement en fait, de la nuit. Sur les transports, on ne nous a pas demandé du transport 24 heures sur 24, par exemple. Et on est à Nantes. À Londres, conditions d'attractivité, etc. Et j'ose penser que les Jeux Olympiques, par contre, à Paris, vont provoquer une espèce peut-être de révolution nocturne à Paris. Qui sera peut-être que le temps des JO, hein. Mais ce genre d'événement, d'ailleurs, on le voyait bien dans les yeux du conseiller la nuit de Paris. C'est tout à coup, c'est une aubaine peut-être pour ma politique publique d'accélérer, quoi. Bien, vous n'avez plus de questions? Si, il y a quand même une petite différence entre la nuit et le jour au niveau des transports. Pour qui habite une petite commune faisant partie de la métropole éloignée du centre de Nantes, c'est sans véhicule personnel, c'est très difficile de s'y rendre. Et on sait bien qu'il n'y a pas de transport de tramway ou de bus la nuit. Ou passer une certaine heure. Donc il n'y a pas d'égalité réelle. Là, le covoiturage la nuit, c'est plus compliqué que le jour, si vous voulez. C'est-à-dire que autant le covoiturage, quand vous allez au travail, vous venez du travail, vous habitez dans une commune pas loin, pourquoi pas. Il y a Rennes, il y a une start-up qui a essayé de monter une application de covoiturage nocturne. Alors, vous aviez 2 boutons. Le premier, c'était j'ai bu, j'ai pas bu. Et le deuxième, c'était j'ai une voiture, pas de voiture. Alors, si vous répondez j'ai bu, j'ai une voiture, bon, c'est un peu compliqué. Si vous répondez j'ai pas bu, j'ai bu, j'ai pas de voiture, c'était la grande majorité. Et j'ai pas bu, j'ai une voiture, personne. Par contre, ce qui marche beaucoup dans les petites communes, on voit bien en Bretagne, c'est les boîtes de nuit, les grosses boîtes intercommunales. Alors là, les opérations contre l'hyperalcoolisme, avec le meilleur ami qui boit pas, etc., c'est d'autres enjeux, parce que Morbihan, par exemple, à Nantes, ça boit pas mal, hein, on est très festif, mais alors plus on monte en Bretagne, excusez-moi pour les Bretons, hein, mais